Et nous, on essaye d'être honnête intellectuellement, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est que par rapport à la divergence, quand même, voilà, avec question, euh, il y a des gens, ils vont te dire, bah, c'est pas une obligation, pourquoi tu viens me casser la tête? Et là, l'autre, il va te dire, si, c'est une obligation pour tous les jours, jusqu'au jour du jour dernier. Donc voilà, c'est dire que voilà, le djihad est obligatoire, c'est vrai, mais il y a des subtilités. Il y a des subtilités. Exactement. Alors, on va voir l'article que tu as envoyé, Ruel. Alors, tac, tac, tac. On pourrait juste rajouter quand même un truc, le temps que tu le lances, c'est que tous ces types de djihad que en France on ne connaît pas sont connus dans les universités. Quand on vous dit djihad el-ML, par exemple, le djihad par les actions, djihad par l'argent, par les aspects financiers, tout ça, c'est des choses qui sont enseignées dans les universités de faire et qui sont connues et reconnues et reconnues. Exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Ruyen, tu veux lire un peu? Vas-y, comment poser un discours efficace à la propagande djihadiste en France, je t'en prie. Et par quels moyens peut-on y parvenir? Une approche militaire de Albin Sornin. Voilà, on y va. Master professionnel, donc comment poser approche militaire, tac, tac, tac. Ben, on Mention va très bien. aller. Mention très bien. Voilà, nous, on va vous chercher l'excellence. On va pas vous chercher Ah, les gens qui n'ont mention pas le très niveau. bien. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Contrairement à certains qui ne savent même pas définir des concepts élémentaires. Voilà. Nous, on va vous chercher des mentions très bien. Alors, voilà le sommaire rapidement. Donc, Alors, le première. sommaire est très, Vas-y. très intéressant. Je pense qu'on peut s'attarder un peu Vas-y. dessus parce que ça va. Je pense pas qu'on aura le temps de tout lire. Donc, si au moins on lit Oui, le oui, oui. sommaire, c'est très intéressant. Alors, chapitre 1, pour être efficace, l'élaboration d'un discours face à la propagande djihadiste doit d'abord reposer sur des bases et un cadre conceptuel clairement défini. Voilà, il faut poser un cadre, évidemment. Donc, A, définir l'ennemi et sa propagande. Qui est l'ennemi? Ça, je pense que c'est la base. Petit 1, généralement mal désigné l'adversaire et le salafisme djihadiste. Voilà, il est mal désigné. Alors, il y a encore une sous-catégorie, petit a, une branche de l'islamisme à l'idéologie radicale et révolutionnaire. B, une réalité qui s'incarne essentiellement dans l'État islamique au Levant et en Irak. Ok. Après, on a le 2, la propagande djihadiste est une partie intégrante de la stratégie générale de l'EI, avec A, un discours séduisant qui relève d'une propagande classique, B, une communication moderne et adaptée dans sa forme. Très intéressant. Après, il y a le 3, issu d'une pensée révolutionnaire insurrectionnelle, la propagande djihadiste vise à conquérir les cœurs et les esprits. Ya Rabak. Avec A, la propagande djihadiste s'inscrit dans une perspective insurrectionnelle, B, les objectifs majeurs de la propagande djihadiste. Après, on a le B, définir les armes et le cadre de l'emploi de la communication contre-djihadiste. La communication contre-djihadiste dispose de plusieurs formes de discours possibles en... Je peux baisser un peu, Régulus? Alors, en fonction des différents objectifs qu'elle souhaite atteindre. Face à la propagande djihadiste, une communication spécifique s'impose. Et B, du fait de certaines confusions courantes en France, une classification des concepts de discours semble nécessaire. Ah, il y a une certaine confusion, Yarpak. 2. Le cadre d'emploi du discours contre-djihadiste en France est celui d'une démocratie en guerre. A. La France n'a pris que tardivement la mesure de la nécessité d'agir face à la propagande de l'EI. B. Le cadre démocratique empêche le recours à la propagande et pose la question de l'état de guerre. Sombre. Ensuite, on a un troisième point. Le phénomène de la radicalité constitue l'enjeu majeur de la communication contre-djihadiste comme de celle qui lui est opposée. A. La démarche d'engagement dans le djihad ne doit pas être sous-estimée. Et B. La communication contre-djihadiste peut intervenir différemment selon l'étape du processus lié à la radicalité. Et enfin, le chapitre C, définir les parties prenantes de l'escape de bataille, le paradoxe français, avec les différents émetteurs
destinataire du discours, émetteur public, émetteur privé. Ok. Les espaces différenciés où se déploie la communication contre-djihadiste nécessitent des discours adaptés, dans les espaces réels et virtuels, évidemment. Et le public cible de la communication contre-djihadiste, les 3 niveaux sur lesquels les effets sont attendus et les 3 niveaux de cible. Ah, tout ça, c'est cadré. Un travail qui a l'air professionnel. Ensuite, ça c'est le premier point, c'est ça, pour être efficace. Ok. Non, deuxième chapitre. Pour être efficace, la communication contre-djihadiste doit s'appuyer sur des contenus aptes à concurrencer la propagande djihadiste. A. Les contenus de la propagande djihadiste, le califat et le nouvel ordre mondial, la vision eschatologique du califat. Donc ça, c'était la question d'un membre tout à l'heure, c'est ça? Le nouvel ordre mondial selon le salafisme djihadiste. 2. Le djihad salvateur, le storytelling du combattant. On avait vu ça, les Oui, oui, oui. vidéos, comment c'était filmé, troisième personne, on se croyait dans un jeu vidéo, très très sombre. Et bien sûr, la terreur des mécréants. 3. Le bonheur en terre de Cham, avec tous tous les hadiths. Le paradis du bon musulman, le discours adressé aux femmes. Ah, le discours adressé aux femmes. B. Les difficultés de la mise en œuvre d'un discours contre-djihadiste en France, le relatif échec initial du contre-discours, l'absence d'une réelle réflexion sur la stratégie à adopter. Il y a une absence d'une réelle réflexion. Voilà, les gens ne veulent pas réfléchir. Les contenus ne sont pas toujours adéquats. Après, C'est catastrophique, mec, c'est catastrophique. catastrophique. Point 2. Les contradictions du discours français. Ah, les contradictions de la politique arabe de la France avec ses idéaux démocratiques. Les difficultés pour une société laïque et sécularisée de s'aventurer sur le terrain religieux. Aïe, 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 aïe. Voilà. Très, très sombre. Très, très sombre. Après, 3. La question fondamentale d'Internet. Et oui, les frictions entre l'État et les plateformes sociales concernant les contenus djihadistes. Hein. Et le complotisme est-il une fausse piste? Voilà, c'est ça le problème. Voilà, les complots, les trucs, aïe, on en a marre, C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Ensuite, c'est la nécessité de différencier les contenus en fonction des publics cibles. Le discours vers le cœur de cible, prévenir et dissuader les jeunes de passer à l'acte, proposer de vrais discours d'alternative au salafisme djihadiste. Ensuite, 2. Le discours vers le deuxième cercle de cible, aider les familles et les initiatives locales par la connaissance et la reconnaissance. 3. Le discours vers le troisième cercle de cible, conjurer la peur, et oui, il y a une peur, et montrer sa détermination et la capacité de résilience de la nation. Très très sombre. Ensuite, chapitre 3. La construction du discours contre-djihadiste français doit être organisée et conçue comme une stratégie structurée et portée par un maximum d'acteurs. Le discours doit s'intégrer dans une stratégie globale de lutte contre le djihadisme. Okay. Cette communication nécessite une articulation souple entre une impulsion centrale et de nombreuses initiatives locales. Le pilotage de communication contre djihadistes pourrait être assuré par une agence centrale de structure souple. Cette agence pourrait rendre disponible une bibliothèque de connaissances et bonnes pratiques en s'appuyant sur la recherche. Okay. Elle doit coordonner et encourager la lutte contre la propagande djihadiste en favorisant les initiatives issues de la société civile. Il y a nous, hein. Il n'y a pas de souci, nous on est issus de la société civile. Il s'agit dans un premier temps de créer une communauté de la communication contre djihadistes. Par ailleurs, la communication contre djihadistes devra contribuer à mieux définir la place de l'islam en France. Ah, et ça, nous, hein, on a voulu porter ce débat. Peut-être que M. Chimera voudra en débattre. Je ne sais pas. 3. La communication française doit s'intégrer plus largement dans l'action internationale déployée contre le djihadisme. Faire valoir la particularité des concepts françaises au sein des réseaux internationaux de lutte contre le djihadisme et la radicalité, oui, il y a une particularité des conceptions françaises, on pense à la réussite, etc. Coordonner les efforts de la France avec ceux de la communauté internationale contre l'international djihadiste. B. L'efficacité du discours doit être mesurée à l'aune d'un système d'évaluation à court et long terme qui reste à inventer. Il reste tout à inventer. Il faut réinventer la roue. L'évaluation de la communication contre djihadistes soulève plusieurs difficultés susceptibles d'affaiblir la légitimité de ce discours. Et oui, la légitimité de ce discours.
L'impact de la communication paraît difficile à évaluer. Le risque d'un renoncement à la communication contre djihadistes. Et oui, il y a un risque de renoncement. Aïe, aïe, Et aïe. là, on le voit avec l'apostatère, c'est ça? Exactement. Avec nous, évidemment. Oui. Voilà. 2. L'évaluation médiatique, l'évaluation numérique et l'évaluation non connectée, l'évaluation de long terme, scientifique, l'évaluation à l'épreuve des djihadistes et du cœur de cible. Ok. C'est la communication contre djihadistes doit emprunter des stratégies similaires à la propagande djihadiste tout en respectant le cadre démocratique. Attends, on s'arrête 2 secondes sur celui-là. Voilà, les gars, si on veut concurrencer les djihadistes, il faut adopter les stratégies similaires. Mais nous, on est limité par le cadre démocratique. C'est toi qui nous limite énormément, les gars. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre parce qu'on est limité. On est en train de sous-performer. Et oui, et oui. Et oui. Et c'est un combat asymétrique, comme on le répète à chaque fois. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, et d'ailleurs, c'est très, bon, on va continuer. Faire renouer le paradigme français avec un grand récit national, refonder un grand récit national fédérateur par une stratégie de nation rebuilding permettant de dépasser. Ah, là, on va peut-être avoir besoin de Monsieur Timéra. Il faut dépasser les contradictions internes portées par le contre-discours djihadiste. Voilà, on a besoin de dépasser. Ah, il faut appeler Monsieur Timéra. Après B, considérer les musulmans non plus comme des co-religionnaires exogènes, mais comme des citoyens indigènes. 2. Adopter des stratégies de communication plus offensives, telles qu'elles sont mises en œuvre sur les théâtres d'opération. La communication contre djihadistes pourrait tirer avantage des capacités militaires en la matière, bien que la France ne semble pas y être disposée. Les savoir-faire militaires dans le domaine de l'influence permettant de manœuvrer dans l'espace discursif plaident en faveur d'une évolution de la position française. Okay. Ensuite, 3. Développer une stratégie offensive, innovante de long terme, dépasser les djihadistes dans l'efficacité de leur communication en utilisant les codes qui ont fait leur succès. Et ça, c'est sombre. Ça, c'est très, très sombre. Et ne pas relâcher l'effort devant les difficultés actuelles de l'œil. Excellent. On comprend la mention. Donc, oui, c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il a fait son mémoire avec ChatGPT. Donc, jeunes, il va falloir arrêter un peu d'utiliser ChatGPT et se mettre à bosser et à travailler. Message à la jeunesse. Message à la jeunesse. Ouais. Et au moins jeune aussi. Et au moins jeune. Et même à ceux qui ont fait certaines études. Exactement. Oui, non, même au bac+8, on vous parle à tous. Oui, évidemment. Parce que ce n'est pas ChatGPT qui va vous donner la solution. Tout à fait. Il va falloir commencer à réfléchir par vous-même. Et pour vous-même. Et pour tous. Au nom de la nation. Votre nation a besoin de vous. Allez, un peu de patriotisme. Alors, en fait, le truc, c'est qu'on peut pas tout lire, évidemment. Donc, moi, je préfère qu'on aille dans le chapitre 3. Après, Rému, je pense qu'on peut lire le début, parce que le début, moi, j'ai commencé à le lire, il était assez intéressant. Après, on peut commencer à jongler un peu entre les chapitres. Mais je pense que le début, il est quand même assez intéressant, ça pose le cadre et tout. Ah, ok. Alors, tu veux introduire un peu les choses. Pour être efficace, l'élaboration d'un discours face à la propagande djihadiste doit d'abord reposer sur des bases et un cadre conceptuel clairement défini. Vas-y, c'est vrai, la définition du cadre. Ouais, c'est très bien ça. Allez, vas-y. Oui. Moi, avant que tu commences, Ryan, moi, je vais devoir vous laisser. Donc, pas de souci. Voilà. Pas de souci. À plus tard. À bientôt, frérot. Ciao. Bonne soirée à toi. Vas-y, Ruin. Alors, on est dans l'intro. Le 7 janvier 2015, 2 hommes, Shérif et Saïd Kouachi, pénètrent dans la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo et tuent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction et 2 policiers, avant de s'enfuir, et proclament qu'ils ont vengé le prophète Momo. Le lendemain, Amédi Koulibaly abat une autre policière, puis se lance à son tour dans une prise d'otage, entraînant la mort de 3 autres personnes. Ce double attentat inaugure pour la France une année tragique qui va culminer le 13 novembre par le massacre de 129 personnes à plusieurs points de Paris. Ces événements appartiennent désormais à ces instants dont, généralement, chacun retient la date et se remémore précisément ce qu'il faisait lorsqu'il a appris la nouvelle. De fait,
Ils évoquent des images et des paroles qui marquent définitivement les mémoires. Les frères Kouachi hurlant Allahu Akbar dans la rue Nicolas Appert, le raid investisse l'hypercachère de la porte de Vincennes, François Hollande évacué précipitamment du Stade de France ou les corps gisant sur les terrasses des cafés de Paris, autant de symboles qui ont sidéré les Français et le reste du monde. Et dans le registre de la sidération réguleuse. L'ennemi est sidéré. Ces attentats, tous revendiqués par des groupes djihadistes, d'autant plus ont frappé l'opinion publique que bon nombre des terroristes qui les ont perpétrés étaient de jeunes Français. Pourtant, la France est confrontée à la menace terroriste depuis de nombreuses années. Et oui. À cet égard, 2015 ne s'inscrit pas seulement dans le prolongement des assassinats commis par Mohamed Merah en 2012, ni dans la préfiguration de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, mais dans une perspective de tragique bien plus longue. En effet, si la France a vu, t'es un peu trop descendu. Si la France a vu différents groupes terroristes opérer sur son sol comme l'OAS dans les années 1960 ou Action Directe dans les années 70-80, le fait est que l'islamisme s'impose progressivement en tant que menace prioritaire dans le paysage français contemporain. Parmi les réalités polymorphes que recoupe la notion d'islamisme, le djihadisme appelle plus spécifiquement notre attention. Donc voilà. Nous, t'as vu, Régulus, ça, c'est très intéressant. L'islamisme, et là, on porte attention sur le djihadisme. Exactement. Donc, apparue au début des années 80, cette mouvance de l'islam radical n'a pas cessé de prendre de l'ampleur depuis. Par sa lecture littérale des textes sacrés et son recours à la violence, notamment terroriste, pour imposer ses vues, le djihadisme se définit comme une forme de fondamentalisme dont la référence majeure réside dans le djihad, sous son acceptation la plus étroite, c'est-à-dire la guerre pour l'islam. De ce point de vue, les logiques de la violence terroriste djihadiste ne diffèrent pas fondamentalement d'autres types d'engagements armés. Donc ça, c'était pour une question qui était posée tout à l'heure, qui est la différence entre les terroristes et les djihadistes. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. Mais pourtant, les effets de la violence produite sont sans équivalence à la fois en intensité comme en formalisation des mises à mort. Cet exceptionnalisme tient probablement dans la principale singularité du terrorisme d'inspiration djihadiste, son fondement religieux, indiscutable aux yeux des acteurs qui le pratiquent, légitimement au niveau de violence que d'autres groupes clandestins aux motivations moins spirituelles s'interdisent. Au nom du djihad, Régulus, on met les bébés dans le four, c'est ça, l'Algérie. Exactement. Au nom du djihad, on peut tout justifier. On peut tout se permettre, puisque la nécessité lève l'interdiction. Et on le sait. Et même la nécessité, des fois, peut lever l'obligation. Puisque le djihad peut lever l'obligation du jeûne du Ramadan. Eh oui, eh oui. Donc, après avoir fait ses premières armes face aux soviétiques en Afghanistan, le djihadisme se répand à travers le monde à la faveur du retour dans leur pays d'origine des vétérans étrangers venus prêter main forte aux moudjahidines afghans. La France se trouve donc confrontée pour la première fois à cette mouvance par le biais du GIA algérien. Celui-ci s'en prend à des Français présents en Algérie à partir de 1994, puis frappe par une vague d'attentats entre juin et octobre dans plusieurs villes de France. En juin 1995, l'attaque la plus meurtrière provoque la mort de 8 personnes à la station Saint-Michel en plein cœur de Paris. Dans une lettre adressée à la presse, en juin 1999, le GIA menace même de porter le djihad sur le territoire français. Mais le groupe est finalement très affaibli par l'action conjointe de l'armée algérienne et des services de contre-terrorisme français. Merci. Le djihadisme n'en continue pas moins à prendre son essor à l'occasion des conflits de Bosnie et de Tchétchénie. Mais ce sont surtout les attaques du 11 septembre 2001 qui donnent au djihadisme et plus particulier au groupe Al-Qaïda une nouvelle visibilité. Les guerres qui l'opposent à la coalition internationale menée par les États-Unis en Afghanistan puis en Irak confortent encore cette notoriété internationale. Al-Qaïda a démontré que le djihad est désormais mondial et que l'Occident est une de ses cibles privilégiées.
Et le printemps arabe qui débute en 2011 vient modifier l'équilibre interne du djihadisme, dominé jusqu'alors par Al-Qaïda, à faveur du conflit qui met aux prises différentes factions confessionnelles en Irak et en Syrie. Un groupe dissident, l'État islamique, proclame la fondation d'un nouveau califat en 2014, s'opposant ainsi ouvertement à Al-Qaïda. Tirant les enseignements de la révolution arabe, notamment au sujet du rôle joué par les réseaux sociaux, l'EI impose son hégémonie sur le mouvement djihadiste, aux dépens d'Al-Qaïda. Donc pour ce faire, l'EI s'appuie sur un appareil de propagande très performant, fondé sur une stratégie de communication ambitieuse, pragmatique et réactive. Pragmatique, ça rappelle El Joulani. Cette stratégie participe à véhiculer l'aura terroriste du groupe et s'inscrit par conséquent dans le cadre plus large des opérations militaires et de la vaste campagne de recrutement initiée par l'EI afin de répondre à ses besoins en combattant, mais également pour peupler le proto-État du califat. On assiste dès lors à un phénomène de conversion d'un nombre croissant de jeunes du monde entier aux thèses djihadistes et à leur embrigadement dans les rangs de l'EI pour mener le djihad. Communément désigné sous le terme de radicalisation, ce phénomène alarmant, Argus, tu peux descendre, peut aussi être non djihadiste, ainsi que le montre le cas d'Anders Breivik, qui a tué plus de 70 personnes et en a blessé plus d'une soixantaine d'autres en Norvège. La radicalisation, au sens où les sociologues l'entendent, est la conjonction d'une idéologie radicale et d'une action violente. Outre le danger sécuritaire qu'elle représente pour les pays occidentaux et musulmans, dès lors qu'elle se conjugue avec le djihadisme, la radicalisation constitue un défi pour ces sociétés par l'attrait qu'elle exerce sur leur jeunesse. Voilà. Voilà pourquoi on en parle aussi, Régulus, hein. C'est ça. Exactement. Oui, bien sûr. Parce que nous, on pense à la jeunesse. Là, pour nous, ce qui est le plus important dans une société, c'est la jeunesse. C'est l'avenir d'une société. Donc, si la jeunesse part en cacahuète, pour être poli, comment on peut espérer que la nation puisse perdurer et se pérenniser? C'est impossible. Voilà. Donc, on veut sauver la jeunesse. Vas-y, donc continue dans ce contexte. Donc dans ce contexte, la France se trouve particulièrement exposée puisqu'elle est une cible prioritaire du djihadisme, ainsi qu'elle a pu le mesurer à l'aune des nombreux attentats que nous avons évoqués. Par ailleurs, elle est un foyer majeur du recrutement des combattants étrangers djihadistes, c'est-à-dire des nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un état autre que leur état de résidence ou de nationalité, et d'autres personnes qui voyagent ou tentent de voyager de leur territoire à un état autre que leur état de résidence ou de nationalité dans le but de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme ou afin d'y participer ou de donner ou de recevoir un entraînement au terrorisme, tel que les définissent le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2178 portant sur les menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d'actes de terrorisme. Pour faire face à ces défis, la France cherche par conséquent à élaborer une réponse crédible afin d'assurer la sécurité intérieure et extérieure de ses citoyens. À ce titre, différentes décisions et mesures concrètes ont été prises, parmi lesquelles l'instauration de l'état d'urgence, le 14 novembre 2015, a sans doute été la plus forte et la plus déterminante. Complémentaire des opérations militaires déjà engagées contre le djihadisme au Levant ou au Sahel, ces dispositions visent d'une part à se prémunir contre la menace terroriste et d'autre part à protéger les citoyens qui se montrent les plus vulnérables au phénomène de radicalisation, donc les jeunes. S'agissant du dernier point, figure entre autres actions à mener l'émergence d'un contre-discours visant à déconstruire la propagande djihadiste et à armer contre elle les individus influençables en développant leur sens critique. Autrement dit, il s'agit de ne plus laisser à la communication de Daesh le monopole des réseaux sociaux, du net et finalement de la vérité sombre. Donc la construction d'un discours s'opposant à la propagande djihadiste en France ouvre ainsi une perspective d'études pluridisciplinaire. La méthode RRR. Voilà. Bien sûr, dont les enjeux se révèlent multiples et fondamentaux. En effet, ces enjeux revêtent tout d'abord un aspect sociétal, à plus d'un titre, dans la mesure où il s'agit d'ausculter l'état de la société française à l'épreuve du radicalisme islamiste, tout en tenant compte des lignes de fracture qui la traversent,
ou qui sont supposées la traverser, comme des valeurs autour desquelles elle se retrouve et qu'elle n'entend pas abdiquer. Abdiquer. Mais il convient également d'envisager cette société à travers le prisme de sa diversité, de sa complexité, de sa capacité de résilience et de son esprit de défense face à une menace majeure, ou encore des aspirations de sa jeunesse et des perspectives qu'elle lui offre. Pour l'instant, on a vu que la jeunesse elle est déprimée. Elle ne voit pas, elle ne voit pas l'avenir. Il y en a Hein. qui veulent partir, il y en Elle a qui n'arrive veulent, voilà, qui veulent ah, rester au RN. ils n'arrivent pas à se projeter. Oui, Donc, ils ont aucun espoir en l'avenir. Ils sont perdus. le Covid aussi a déglingué les esprits. Oui, Voilà, le oui, confinement, clairement. tout ça. Donc la jeunesse est désespérée. Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse. Ensuite, c'est la capacité de la société française à évoluer et à accepter les évolutions. Il faut accepter les évolutions, notamment au regard de la recomposition religieuse qu'elle connaît actuellement sur son sol. En cela, la question d'un discours opposé au djihadisme touche aussi aux dynamiques internes de l'islam, réalité humaine de plus d'1 milliard d'individus répartis à travers le monde et dont la France ne peut mésestimer la place, y compris en son sein. Car vu sous cet angle, c'est bien du rapport de la République laïque avec la deuxième religion pratiquée par les citoyens français dont on parle. Par ailleurs, il va de soi que la communication constitue un des autres enjeux majeurs du discours contre-djihadiste. Dans cette optique, il apparaît effectivement nécessaire d'analyser dans un premier temps les concepts et les méthodes de communication mises en œuvre par les groupes djihadistes, d'en évaluer l'efficacité, mais aussi d'en discerner les faiblesses. Et oui. De ce fait, une telle étude portera de manière préférentielle sur les communications développées par Al-Qaïda et l'État islamique, ces groupes disposant d'une vision et de moyens plus aboutis que les autres en matière. En contrepartie, l'analyse du discours djihadiste nous renvoie au cadre institutionnel et social dans lequel la communication qu'on lui oppose peut se déployer. Cela implique donc de proposer une définition d'une telle communication et d'identifier les contraintes auxquelles elle doit faire face. In fine, cette étude ouvre un champ à l'imagination en vue de proposer des arguments, des procédés ou des relais d'opinion susceptibles d'appuyer le discours contre-djihadiste. Nous, on a des propositions, il n'y a pas de souci. Cette perspective paraît d'autant plus intéressante qu'à l'inverse des pays anglo-saxons, si on peut descendre, la littérature universitaire se rapportant à ce type de communication reste assez succincte en France. Sans être tout à fait inédite, l'étude de la communication contre djihadiste y demeure peu explorée à ce jour, en dépit des très nombreuses publications qu'elle génère le sujet du djihadisme en général et de l'État islamique en particulier. On l'avait vu, ça Régulus, que Oui. c'est assez sec sur YouTube. Nous, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice, mais c'était assez sec. Ou même les sujets, les vidéos qui en parlent, en réalité, les gens ne veulent pas la regarder. Ils préfèrent regarder les vidéos de comprendre ou des débats ennuyants. Être toute la journée sur TikTok. C'est ça le problème. Donc à nous aussi, peut-être, de rendre ces sujets intéressants. Exactement. Continue. Ensuite, enfin, d'un point de vue purement opérationnel, il existe une véritable attente vis-à-vis de la communication contre-djihadiste, compte tenu de l'issue très critique à laquelle notre société pourrait être confrontée si elle ne parvenait pas à surmonter le défi du djihadisme. Et oui, si on arrive dans un putain de califat, on est dans la merde. On est dans la merde. En effet, parallèlement à la lutte... Attends, voilà. Parallèlement à la lutte, contre le terrorisme mis en œuvre par la police française et les forces armées, les mesures visant à déradicaliser les anciens djihadistes et à prévenir la radicalisation sont les principales actions qui ont été identifiées jusqu'à présent pour faire obstacle aux menées des djihadistes au sein des sociétés occidentales. À ce jour, si plusieurs initiatives ont été entreprises en France, aucune n'a clairement démontré son efficience. On a échoué. Ne serait-ce à prévenir la radicalisation et à déradicaliser les anciens djihadistes. Voilà. Ah là là. Bon. Dans le cas de la radicalisation en particulier, tout reste à inventer face à un phénomène encore très récent. C'est pour ça que nous sommes là, nous avons des méthodes. Nous avons inventé des méthodes. Suivez-les. Exactement. Engagez-nous. Nous sommes là, nous sommes disponibles.
Grâce au déploiement de plusieurs outils d'analyse communicationnelle, l'étude de ce sujet doit donc permettre de vérifier à travers une situation concrète dans quelle mesure les communicants impliqués dans la diffusion du discours djihadiste mettent en œuvre les principes de la communication d'influence ou d'un autre type, qu'il s'agisse de la stratégie mise en œuvre, du langage et des images employées, des dispositifs utilisés ou des acteurs et influenceurs mobilisés. D'autre part, elle offre un moyen de mesurer l'efficacité de ces principes dans l'application opérationnelle qui, en effet, à cet endroit, il paraît intéressant de se demander si une telle communication, en adéquation avec la logique de guerre de l'information dans laquelle les groupes djihadistes se sont positionnés, peut et doit se conformer aux principes généraux de la guerre et ainsi mettre en œuvre des moyens et des savoir-faire militaires. En vertu de quoi, le développement de la communication militaire ne se limiterait plus dès lors au seul cadre des opérations extérieures auxquelles elle s'astreignait jusqu'alors. Ainsi, il s'agit bien de se demander comment construire une communication efficace pour contrer la propagande djihadiste en France. Et oui, ici, la communication est considérée comme le processus par lequel un émetteur diffuse au moyen d'un ou plusieurs canaux un message réalisé dans un contenu en vue de produire un effet particulier manifesté par la réaction du récepteur auquel ce message est adressé. Dans le cas présent, cette communication entre en concurrence directe avec l'émetteur adverse dont l'objectif consiste dans l'affaiblissement, voire l'anéantissement de tous les émetteurs qui entrerait en contradiction avec la nature même de son message. Donc, notre anéantissement, Yarbak, hein, Régulus, ils veulent notre anéantissement. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on rentre en contradiction avec la nature même du message. Oui, parce que nous, on attaque directement les usul, les fondements, la nature, l'essence même du message coranique et islamique. Donc, tout simplement. Donc, nous, on veut nous anéantir, nous effacer de cette existence. Et oui. Voilà. C'est pourquoi il nous a paru utile de désigner la communication de cet adversaire, en l'espèce les groupes djihadistes, sous le terme de propagande. Si ce terme ne bénéficie pas d'une connotation très flatteuse, son usage ne dénote pas pour autant de notre part un parti pris moral absolu qui viserait à élever la communication du côté du bien quand la propagande serait... J'adore ce mec. Oui. On prend un parti pris moral. Oui, arrêtez de vous cacher derrière je ne sais quoi. Il faut à un moment donné se poser des questions d'un point de vue moral. Oui, moralement, on doit à un moment donné se dire, on se considère comme étant dans une démarche bonne, qu'on est peut-être pas nous en tant que tel des personnes bonnes dans l'absolu, mais que notre démarche s'inscrit dans une démarche d'atteindre le bien. Voilà, dans une démarche positive. Nous ne cherchons pas à nuire, nous ne cherchons pas à créer du chaos, mais à créer de l'ordre. Voilà. Et oui, à préserver la vie, à préserver les individus, à sauver les plus faibles. C'est pour ça que nous, on est dans une démarche morale. Oui, c'est un parti pris moral. Bien sûr qui est intellectuel, mais qui est aussi moral. Oui, merci beaucoup, monsieur, de l'avoir énoncé. Vas-y, Ruyen, continue, je t'en prie. Oui, alors, voilà, du côté du bien, quand la propagande sera à contrario reléguée du côté du mal. Rappelons à ce titre la définition assez longue qu'ordonne Edouard Bernays. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. De fait, celui-ci démontre que la propagande est née en démocratie et qu'elle n'est pas l'apanage des dictatures par conséquent. Néanmoins, l'origine historique de ce terme fait référence à la Congregatio Propaganda Fide, la congrégation de la propagation de la foi, organe de l'Église catholique chargé de répandre les dogmes romains à travers le monde, par l'intermédiaire des missionnaires. De ce fait, la propagande implique nécessairement une action psychologique visant une modification des comportements pour les rendre conformes à une idée, et dans le cas d'une dictature totalitaire de surcroît, à une idéologie. S'agissant du totalitarisme, Serge Tchakotine qualifie même cette dimension psychologique de viol des foules par la propagande politique. En conséquence, la forme de communication développée par les groupes djihadistes n'étant soumise à aucune contrainte d'ordre politique, comme c'est le cas dans une démocratie,
en dehors de l'impératif de la propagation de l'idéologie du djihad, il nous est donc apparu préférable de la distinguer par ce vocable de propagande. Donc un mouvement djihadiste se distingue par la vocation mondiale qu'elle s'est assignée et qui la met aux prises avec de nombreux États. Jusqu'à ce jour, seule l'Amérique du Sud est épargnée par ce phénomène. Ya Rabak. Ils ne sont pas. Peut-être qu'il faut qu'on tape une Harbat Select en Amérique du Sud, régulier. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Qu'est-ce que Peut-être, tu c'est en une penses? solution de repli excellente. Une bonne solution de repli. Merci, merci monsieur. Si ce dernier s'oppose notoirement à l'Occident, il convient également de rappeler qu'il agit d'abord dans les régions majoritairement peuplées de musulmans qui ne sont ni européens ni américains. De ce fait, afin de la rendre plus opérationnelle, il a semblé nécessaire de circonscrire Ah oui, excuse-moi. le cadre de la présente étude au seul À la territoire France. national de On la va France. rester en France. Voilà, on va parler que de la France. On va pas essayer de savoir ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. On va parler de la France. France. Merci. Ouais, collectif Exmuse France. On n'est pas collectif Exmuse Algérie Belgium. ou Belgique ou Angleterre ou je ne sais. C'est ça. Germanie. On est en France. Voilà. Déjà, Elle ne saurait. gérant Oui. déjà les soucis de plomberie qu'on a dans notre propre maison avant d'aller reprocher aux voisins d'avoir une fuite chez lui. Voilà. Merci. Continue. Alors, elle ne saurait se dédouaner pour autant d'effectuer d'indispensables ouvertures hors de ce périmètre, à commencer par la région proche-orientale de l'Irak et de la Syrie où réside encore actuellement le foyer le plus dur du djihadisme. Mais la question de la construction d'une communication apte à contrer la propagande djihadiste en réduisant ses effets, voire en la rendant inopérante, soulève d'autres questions. En premier lieu, il convient de s'interroger sur ce qui fonde l'efficacité d'une communication, surtout lorsqu'elle prétend s'opposer à une autre. Par là même, c'est la nature de la propagande djihadiste et les bases de son succès qui nécessitent d'être clairement analysées pour en discerner les forces, mais aussi les failles, et par conséquent les moyens les plus à même de la mettre en échec. Ce point est d'autant plus crucial que l'omnipotence des réseaux sociaux et d'Internet a profondément modifié le processus. Communicationnel. Le processus communicationnel en démultipliant notablement ses effets. Dès lors, la propagande djihadiste, par la menace qu'elle représente, ne fait-elle pas entrer la communication dans une nouvelle configuration? Toutefois, cette question suppose tout d'abord de vérifier si la communication qu'on entend diffuser face à la propagande djihadiste repose sur un corpus conceptuel réellement renouvelé et maîtrisé par tous les acteurs pour s'avérer efficace. D'autre part, il paraît nécessaire de se livrer à une revue des contenus susceptibles et mettre en valeur le discours contre-djihadiste face à un adversaire qui ne doit pas être sous-estimé quant à sa faculté de séduction, en dépit de la violence des mots et des images qu'il manipule. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Régulus, ce qu'il dit, parce que tu as vu là, ces derniers jours, on a vu en France des individus faire des menaces en vidéo sur les réseaux sociaux, des gros comptes, à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, interpellés par ministre de l'Intérieur, c'est ça, et c'est ça. On a vu qu'il y a eu de la séduction, malgré la violence des mots qui ont été employés. Là, il n'y avait pas vraiment d'image, mais c'était plutôt des mots, des menaces en réalité. Et on a vu un soutien de beaucoup d'internautes. Ça a surpris pas mal de personnes. Et là, on voit que, attention, ne pas sous-estimer l'ennemi. Peut-être que c'est ça le problème de certaines personnes. Ils sont dans la sous-estimation. Peut-être comme naïf, par exemple. Un peu trop naïf. Il est temps de devenir expert. Voilà, il serait temps de passer au statut d'expert. Voilà, vous avez été naïf depuis trop longtemps. Soyez expert. Donc, on peut passer à la suite. Ah oui. En parallèle, il faut s'interroger sur les différentes parties prenantes qu'une telle communication met en relation ou confronte. Outre les rapports qu'entretiennent ces parties prenantes, c'est le rôle qu'elles sont à même
de jouer qui se trouve posée dans la mesure où les réseaux sociaux étendent leur pouvoir égalisateur sur chacune d'entre elles. Certes, l'État semble de prime abord l'acteur majeur d'une telle communication, puisque en tant que détenteur légitime de la violence, il est le premier à s'opposer au groupe djihadiste. Néanmoins, la crise qui traverse actuellement, en plus on traverse une crise, ça s'est écrit en 2017, mais là on est dans les crises budgétaires, économiques, politiques, voilà. Hein. Donc est-ce que l'État va être à la hauteur? On se pose la question. En tout cas, néanmoins, la crise qu'il traverse actuellement, notamment sous l'effet de la mondialisation à laquelle l'international djihadiste participe pleinement avec ses propres règles, en fait-il l'émetteur le plus pertinent de cette communication. Du reste, on peut se demander si l'opinion... Voilà, Si l'opinion publique, toujours plus avide de compréhension et de participation, entend véritablement s'engager dans la construction de la communication contre le djihadisme et en assumer la part de conflictualité. Car si l'opinion publique se trouve directement affectée par la radicalisation de nombreux jeunes, on est en droit de s'interroger sur sa capacité à faire face dans de telles circonstances à s'emparer d'un problème dont les causes et les aspects restent encore difficilement appréhendables. Et par ailleurs, c'est la question même de la jeunesse française, de ses références, de ses aspirations et de ses espérances qui s'imposent à nous. Eh oui, on a vu là, les attaques envers les profs, c'était des jeunes, c'était pas des vieux, c'était des jeunes, des ados. Des ados qui ont vendu leurs profs pour 300 €. Est-ce que l'aspiration de ces jeunes-là est l'argent? Voilà, c'est le problème. En dernier lieu, c'est l'organisation et la mise en œuvre d'une telle communication qui mérite d'être scrutée. Par son caractère inédit, il serait trop ambitieux de prétendre qu'elle atteigne d'emblée une opérabilité complète, évidemment. À cet égard, les expériences menées à l'étranger peuvent apporter un éclairage dont il faut tenir compte. Et oui, il faut être dans l'empirisme, Régulus. Tout à fait. Il faut arrêter dans le pur rationalisme, ça ne sert concrètement à rien qu'à juste visualiser le monde en fonction de votre imagination. Non, voyez le monde tel qu'il est, en l'expérimentant. Alors, on continue. Pour autant, l'efficacité ne peut être atteinte par une communication qui chercherait à s'affranchir de spécificité purement française. Sous cet angle, la question de la laïcité et le rapport de la propagande djihadiste aux religieux ne peuvent que se heurter. Elle suppose donc d'envisager l'apport que la religion est à même d'assurer et la capacité de la société française à lui confier une telle responsabilité à ce sujet. Par ailleurs, si l'on considère que la communication contre djihadistes se déploie dans le cadre incertain d'une guerre de l'information, c'est la question de la guerre de l'information très importante. D'ailleurs, dans cette information, c'est littéralement ce qu'on est en train de faire maintenant, oui, clairement. Ouais, on sait que c'est le choc des ignorances institutionnalisées. Donc voilà, nous on est là pour dissiper cette ignorance, éduquer les gens. Il n'y a pas de souci. C'est la question d'une intervention militaire sur ce terrain communicationnel en grande partie virtuelle. En grande partie virtuelle, c'est là où on est, qui est en jeu. Et par voie de conséquence, celle de la légitimité de ces moyens à intervenir. En somme, n'est-ce pas l'ensemble de la société dont la responsabilité se trouve engagée par la construction de cette communication, eu égard aux défis toujours plus imposants que l'idéologie du salafisme djihadiste, exogène par nature, fait peser sur notre société? Eh oui, exogène par nature, mais il va falloir assumer. Il va falloir assumer. Eh oui, force et honneur. Exactement. Continue. À ce stade, 3 hypothèses se dégagent clairement. Tout d'abord, il semble qu'une des difficultés à élaborer la communication contre djihadistes en France réside dans l'absence de concept clairement défini. Voilà. Arrêtez de mal définir les concepts, s'il vous plaît. Stop. C'est comme le concept de djihadiste, ça veut rien dire, les gars. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Stop. Voilà, à l'amateurisme. Donc, s'agissant des notions liées à ce sujet, y compris sur le plan juridique. Voilà, sur le plan juridique, il va falloir être au top, parce qu'en face, il y a des juristes qui, eux, ont prévu des hila. Donc, avez-vous prévu des hila?
Cette lacune porte sur les différentes méthodes et types de discours à mettre en œuvre, la stratégie dont elle doit être l'expression ou le cadre dans lequel elle peut se déployer. À ce titre, ce manque de clarté conceptuelle paraît s'étendre également à d'autres notions avec lesquelles elle entretient des interactions étroites, à commencer par le processus de radicalisation et son pendant, généralement euh, désigné par le terme de déradicalisation. Sur ce point, la terminologie anglo-saxonne contribue parfois à entretenir un certain manque de précision auquel il Ah, convient de remédier. c'est ça le problème, le problème, c'est qu'aussi les anglo-saxons hein, nous mettent dans une ambiguïté. On a marre avec ça. Déjà, au niveau national, on s'en sort pas. On se prend l'incompétence des Anglais, des English. C'est trop, mec, c'est trop. Bzaf. Bzef. Aïe, J'en aïe, ai- aïe, aïe, aïe. On va jamais Oh, s'en sortir. On va mais jamais c'est s'en trop, sortir. mec. L'incompétence généralisée. Stop, 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 stop. Faut élever le niveau. Faut élever le niveau. Continue. Par ailleurs, les contenus sur lesquels le discours contre les djihadistes doit s'appuyer soulèvent de réels doutes quant à leur adéquation avec le public ciblé et les canaux qu'ils empruntent pour les atteindre. Au demeurant, on entrevoit les contradictions pour notre République laïque et notre société sécularisée à détourner les publics ciblés par la propagande djihadiste d'un terrain religieux sur lequel elle se montre peu à l'aise. Cette situation paraît d'autant plus paradoxale qu'une bonne part des contenus djihadistes se nourrissent des codes culturels occidentaux pour mieux attirer des jeunes pour lesquels ces derniers représentent bien souvent leur seule référence. Voilà. Donc, à partir de leur seule référence, on arrive à les attirer sur le terrain du djihadisme. Enfin, la France hésite encore. Et comme on a dit, le premier, on est dans une république laïque, on joue avec les règles de la République démocratique laïque. Voilà. Si ça avait été un autre régime, peut-être qu'il y aurait eu d'autres moyens. Mais là, on joue avec les armes de la démocratie, de la loi. Il faut être efficace. Enfin, la France hésite encore dans la. Et d'ailleurs, imagine, ya Rabbak, s'il nous passe le délit de blasphème. Là, on est dans la merde. On pourra rien faire. Et on vous dira bon courage. Ah oui, là on va se tirer, là c'est fini, mec. S'ils font passer le délit de la SEM, c'est vraiment terminé tout. C'est la fin de tout en fait. Ah, on continue. Donc, si jamais il y a des députés qui veulent passer ces lois, on compte sur vous pour leur dire stop. Hein, stop, stop, stop. Donc, enfin, la France hésite encore dans la réponse qu'elle apporte au défi de la propagande djihadiste et de ses effets, notamment par le manque de structure de cette réponse. D'ailleurs, en parlant de ça, heureusement qu'il y a des gens dans l'apostasphère qui essayent de s'impliquer dans ces discussions politiques et législatives. Sinon, on serait dans un état, je pense, catastrophique. Ah oui, oui, merci beaucoup à ceux qui font le job. Merci. On vous À remercie ceux et qui on font vous le encourage. job. En effet, comment organiser la construction du discours contre-djihadiste dans une société centralisée et démocratique comme la France, alors que toute communication émanant de l'État génère la méfiance chez la plupart des publics ciblés? Eh oui. D'une part, et que la liberté publique constitue un cadre dont ce genre de communication ne peut s'affranchir d'autre part. De ce point de vue, la France se distingue de bon nombre de ses voisins, en particulier européens. Pour cette raison, une plus grande rationalité dans l'organisation chargée de produire et de porter un discours contre-djihadiste mérite au moins d'être envisagée. Continue. Ah, excellent. Une définition de la méthodologie retenue semble Attends, remonte. Je crois que tu as sauté une ligne, non? Ah non, c'était bien ça, pardon. non, c'est ça. Ouais, ouais. Passons à la méthode, la méthodologie. Pour ce faire, Oui, vas-y. une définition de la méthodologie retenue semble nécessaire. Donc, cette méthodologie repose avant tout sur l'approche militaire que nous avons souhaité imprimer à cette étude. Non pour faire valoir des intérêts partisans inappropriés, mais plutôt pour apporter un éclairage original à une problématique particulièrement complexe à laquelle bien d'autres disciplines des sciences humaines peinent à répondre. Voilà, vous n'avez pas le niveau. Qu'il s'agisse de la psychologie, de la sociologie ou de la médiologie. Cette approche n'a pas pour ambition d'imposer une vérité péremptoire et encore moins de prétendre à s'ériger
ont un nouvel opus de la doctrine militaire. Plus simplement, elles cherchent à contribuer à la réflexion générale visant à écarter le danger que le salafisme djihadiste fait peser sur la paix civile, dont notre nation a pu se valoir jusqu'à présent au prix de nombreux soubresauts historiques. Par le fait, nous espérons que notre participation à cette tâche nationale permettra au moins à délaisser des pistes inadéquates, au mieux à faire Oui, mieux faire progresser le progresser la recherche, ne fût-ce que d'un pas vers une issue favorable. Inch'Allah couche. Cette étude s'est eh oui, toujours. Cette étude s'est appuyée principalement sur une littérature institutionnelle, scientifique et médiatique présente sur Internet. De plus, ce terrain étant celui que privilégie la propagande djihadiste pour toucher ses adeptes et obtenir de nouveaux soutiens parmi les jeunes, il est donc apparu naturel qu'Internet soit le cadre prioritaire du discours sous format de propagande. Par conséquent, le web et les réseaux sociaux sont révélés rapidement comme un terrain d'étude en soi. Des entretiens avec des acteurs de la communication contre-djihadistes sont aussi venus étayer notre étude par l'apport inestimable de témoignages du terrain. Eu égard aux considérations sécuritaires qu'un sujet aussi sensible ne manque pas de générer. Nous avons pris le parti de ne pas divulguer les noms des personnes interrogées. Eh oui. Donc, il y en a, il nous dit, montrez votre gueule, et là, le gars, il te dit, quand même, juste, on va même pas mentionner leur nom. Hein, imagine. Hein, il nous dit, montrez votre gueule. Pour vous montrer, hein, voilà. Ok, le problème, on se met. Oui. C'est pas possible, c'est pas possible. Stop, stop, stop. Ces trois terrains d'études nous ont permis de discerner puis de mettre à l'épreuve de la réalité les trois hypothèses que nous les avons décrites précédemment. Bien que chaque terrain d'étude ait joué un rôle individuel vis-à-vis de ces trois hypothèses, nous pouvons affirmer que la littérature a été plus particulièrement efficiente s'agissant de l'hypothèse relative au concept et au principe. Internet concernant l'hypothèse sur les contenus et les entretiens pour l'hypothèse touchant à l'organisation. Enfin, il convient de noter que ce sujet s'est finalement révélé très vaste en raison des nombreux autres qui lui sont indubitablement liés, tels que la mouvance djihadiste, la propagande qu'elle déploie, le processus de radicalisation ou la lutte antiterroriste. Aussi passionnante qu'elle soit, ces problématiques ne se confondent pas avec le cœur de notre sujet qui nous a nécessairement amenés à opérer des sacrifices dans notre développement. Par conséquent, notre étude s'est attachée à décrire dans un premier temps le corpus conceptuel indispensable à l'élaboration d'un discours efficace face à la propagande djihadiste. Ce corpus vise notamment à définir l'ennemi de ce discours, les armes dont il dispose et le terrain sur lequel il évolue, ainsi que différentes parties prenantes qu'il met en présence. Dans un deuxième temps, nous nous sommes attachés à analyser les contenus portant ce discours, que ceux auxquels il se confronte, les diverses problématiques qu'il suscite afin de proposer une typologie à laquelle ils paraissent répondre. Enfin, dans un troisième temps, nous avons essayé de présenter les enjeux liés à l'organisation de la construction et de la diffusion d'une communication contre-djihadiste. Par ce moyen, il s'agissait de décrire les contours d'une stratégie adéquate à s'inscrire dans une vision plus large de lutte contre le salafisme djihadiste, basée sur une évaluation capable d'en renforcer les effets et suffisamment pragmatique pour s'inspirer des principes qui ont fait le succès même de son ennemi. Voilà. Donc, tu veux t'arrêter là ou pas? Juste attends, tac tac tac. Après, moi, je m'étais arrêté là. Donc après, je sais pas. Je sais qu'à un moment, justement, ils abordent la question de Abou Bakr Naji. Je crois que c'est juste un peu après. Mais je crois que c'est quelques pages après, donc je sais pas exactement. Non, tape Naji. C'est ça avant la page 35. Ah, voilà. Voilà. Si tu remontes juste qu'on voit le chapitre, c'était quoi? Une réalité qui s'incarne essentiellement dans l'État islamique. Je vais lire un peu, je vais prendre la relève. Donc, une réalité qui s'incarne essentiellement dans l'État islamique au Levant et en Irak. Donc, la mouvance djihadiste connaît un premier essor pendant la guerre froide. Quant à l'armée rouge en Afghanistan, donc les communistes, à la fin des années 1990, elle prend un tournant stratégique majeur, en désignant désormais les États-Unis comme leur nouvel ennemi. Cette axe est particulièrement portée par l'organisation Al-Qaïda et son chef Oussama Ben Laden, un inconnu, non je rigole, à qui les attentats du 11 septembre 2001 confèrent une dimension internationale. Dès lors galvanisée par l'intervention américaine en Afghanistan puis en Irak, la mouvance djihadiste va subir une nouvelle mutation, sous l'influence du théoricien Abu Moussa Bassouri,
qui fustige le centralisme d'Al-Qaïda. Abu Musab al-Souri. Donc lui, très important. On va vous Et il parler de prédit son déclin. Et il prédit son déclin, Yarambak. Voilà. Très très Donc sombre. Abu Musab al-Zarqawi prend la tête d'un groupe, l'État islamique d'Irak, dont l'expansion se nourrit de l'extrême confusion et des profondes oppositions politico-confessionnelles qui règnent dans ce pays. Vous avez compris, les gars? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays, dans un système politique, lorsqu'on est en plein division et fragmentation, les acteurs politiques, religieux, islamistes vont tout faire pour donc s'insérer à travers les failles institutionnelles et conjecturelles du moment. Donc, ils ont profité des oppositions politiques confessionnelles qui règnent dans le pays. Là, il s'agit de l'Irak, mais en France, bon, c'est pas, ça va pas être confessionnel, en tout cas pas publiquement, n'est-ce pas? Mais ça va être politique. Ils ont profité des confusions politiques et des oppositions pour régner qui règnent dans le pays pour s'insérer. Voilà. Donc, à la faveur du printemps arabe et de la révolution syrienne, notamment le groupe devient, à partir d'avril 2013, l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà. Donc, ISIS. Sous la conduite de son nouveau chef, Abu Bakr al-Baghdadi. Après une avancée fulgurante, facilitée par le régime syrien de Bachar al-Assad, al-Baghdadi proclame l'établissement d'un califat à Mossoul, provoquant ainsi une rupture définitive avec Al-Qaïda et ses branches locales, comme le Front al-Nusra. Donc, en effet, en 2004, dans son livre Gestion de la barbarie, qu'on vous a incité à lire plusieurs fois, et qu'on va devoir relire des milliards de fois avant de vous laisser. Publié sur Internet, Abu Bakr Naji fonde les principes d'un califat islamique devant instaurer, un climat de violence et de terreur, considéré comme le Mein Kampf du djihadisme. Ce livre pose ainsi Mein Kampf, qui a été écrit par Adolf Hitler, dont certains influenceurs de l'apostasphère ne savent pas s'il est fasciste ou pas. Voilà. Voilà. En tout cas, ce livre pose donc ainsi les bases de l'organisation État islamique. Comprends qui pourra. Oui. En tout cas, s'ils ne savent pas si ces mecs-là étaient nazis ou pas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'Abou Bakr Naji a écrit Gestion de la barbarie. Et que sûrement ces gens-là n'ont pas lu ce livre. Donc, lisez ce livre, s'il vous plaît. Lisez tous ce livre. Parce que là, vous pouvez dire que vous ne savez pas. Mais là, on vous en a parlé. Donc, vous pouvez plus dire, on ne savait pas, vous ne connaissez pas ce livre. Si, maintenant, vous le connaissez. Donc, lisez-le. Voilà. Donc, l'État islamique a introduit des divergences avec bon nombre d'autres groupes de la nébuleuse djihadiste. Alors qu'Al-Qaïda et sa branche syrienne Jabhat al-Nusra veulent faire triompher le djihad global en exportant leur vision de l'islam de manière à inverser le rapport de force en leur faveur, c'est ce qui seul permettra l'établissement d'un califat définitif et rédempteur. D'autres comme Daesh, donc ISIS, et Drapeau Noir, aujourd'hui, visent l'établissement d'un califat, ici et maintenant, sur un territoire donné à partir duquel est censé se répandre le djihad global. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Donc Al-Qaïda, ils ont essayé de s'élargir. Alors que Daesh, ils ont essayé de se centraliser. Donc stratégie d'élargissement et l'autre stratégie de concentration, de regroupement. Voilà, pas pareil. Pour mieux après, bien sûr, s'élargir, il n'y a pas de souci avec ça. Daesh, ici maintenant, voilà. L'antichiisme est également une divergence fondamentale. L'antichiisme, ça c'est un truc que Ruyen et moi avons théorisé. Voilà, bien sûr, on ne s'est pas théorisé tout seul, on a repris d'autres intellectuels et académiciens qui ont compris que le sunnisme était un anti-chiisme, tout simplement, à ses racines. Historiquement parlant, le sunnisme est un anti-chiisme. Donc il faut arrêter de dire qu'on combat l'islam sunnite. Juste dire qu'on combat l'islam sunnite, c'est stupide. Nous combattons les anti-chiites. Ouais, vous combattez juste des gens qui sont anti-chiites, c'est tout. Voilà. On est dans l'opposition de l'opposition, si vous voulez. Exactement. Il y a des gens qui n'ont même pas compris ça. Yarabak. Nul. En tout cas, donc les chiites incarnant l'ennemi proche par excellence chez Zarqawi. Encore un ensemble. Zarqawi. Alors que Ben Laden, qui voulait sans doute aussi éviter tactiquement l'hostilité de l'Iran, n'évoquait jamais la question sunnite-chiite. Ben Laden était un trouillard, était d'un plâtre, un faible. Voilà. Merci Zarqawi d'avoir eu l'honnêteté de désigner l'ennemi. Donc tu vois, il y en a un
Nous, c'est très bien, il y en a qui sont adorateurs de Ben Laden, un mec qui transpire comme l'imam Malik sur des questions, hein, sur des questions de Aqida. Des nullards. Des nullards. Des nullards. Voilà. Selon Jean-Charles Brissard, le président du Centre d'analyse du terrorisme, l'État islamique se démarque des autres groupes djihadistes par son assise territoriale, qui, au plus fort de sa puissance, couvrait une surface égale à celle du Royaume-Uni. Vous aviez donc un État islamique qui avait la taille d'un putain de pays occidental. Et après, ils nous disent, mais ce n'était pas un État. Oui, ok, mais ils avaient le contrôle d'un territoire comme qui faisait la taille du Royaume-Uni. Les gens ne comprennent, peut-être qu'ils n'ont pas compris la situation. Peut-être qu'ils ont du mal à se repérer sur la carte, parce que tu sais, on a l'échelle de Cantor, c'est ça, hein, on a du mal un peu, les échelles, tout ça, à se représenter, mais les frères, hein, il faut se concentrer. Peut-être ouvrez Google Maps, peut-être que vous y verrez un peu mieux. Il y a des cartes qui représentent tout ça avec les portions de territoire qu'avait à l'époque l'État islamique. Alors après, ils nous disent il fallait pas combattre un territoire qui était aussi vaste, hein, que l'Angleterre. Je ne comprends pas ces personnes. Je ne comprends pas ces personnes. Donc c'est un peu... Peut-être que Mush va nous dire que c'était islamophobe d'attaquer, hein, d'attaquer l'État islamique. Voilà, regardez. Ça faisait cette taille. C'est pour ceux qui n'ont pas la notion, hein, des kilomètres, des hectares, la notion des distances, des miles, voilà. Pour ceux qui ne pourraient pas compter. Voilà. À peu près la taille du Royaume-Uni. Et encore. Voilà. Ce n'est pas adapté. Bon, on revient sur notre texte. En tout cas, faut arrêter de sous-estimer les islamistes. Parce que vous en paierez le prix. Nous ne le faisons pas. Donc, l'État islamique se démarque des autres groupes djihadistes par son assise territoriale, ça on l'a dit, par sa force d'attraction et sa capacité de mobilisation sans précédent, ainsi que par la puissance financière que lui conférait la contrebande du pétrole ou le trafic d'antiquités. Ah, ils faisaient du trafic d'antiquités, ces fils de pute. Ah, merde. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont les premiers, tu vois, à dire oui, nous, on casse les statues, on casse les idoles, nous, on n'est pas dans la matérialité. Mais en fait, ils veulent la kishta. Ils veulent du fric avant tout. Les attributs de puissance lui ont permis de développer par ailleurs une capacité à communiquer sans commune mesure avec les autres groupes djihadistes. Du fait de l'image et du discours que se renvoient mutuellement les forces en présence, la communication a toujours été un... Ah, désolé, j'ai ni le titre ni le sous-titre. Donc la propagande djihadiste est une partie intégrante de la stratégie générale de l'EI, donc l'État islamique. Un discours séduisant qui relève d'une propagande classique. Donc c'est une propagande classique. Ils n'ont pas réinventé le chose. Propagande classique. Donc du fait de l'image et du discours que se renvoient mutuellement les forces en présence, la communication a toujours été un enjeu essentiel de la guerre. Elle le devient d'autant plus que les conflits modernes, car ceux-ci se déroulent désormais dans un environnement extrêmement médiatisé. Il nous suffit d'ailleurs de considérer les effets désastreux d'une communication insuffisamment maîtrisée lors de la guerre d'Algérie ou du Vietnam. À ce titre, le docteur Haroro J. Ingram de l'Australian National University de Canberra affirme que la stratégie de communication d'un belligérant doit être synchronisée avec ses stratégies politiques et ses opérations militaires. En effet, la plupart des conflits modernes, et particulièrement les conflits asymétriques, reposent sur la... Régulus, tu vois, c'est ce qu'on dit depuis des conflits asymétriques. Voilà. Ça repose sur quoi? Sur la combinaison fondamentale entre l'action politico-militaire et la manière dont le conflit et ses acteurs sont perçus. Donc il faut contrôler. Voilà. Quand tu fais la guerre, tu dois contrôler la communication. Ça merde. Comme par exemple, exactement ce que fait le Hamas. Et oui, c'est une guerre ici d'information. Ils arrivent à affoler des foules qui ne sont même pas sur leur territoire, hein, à provoquer des manifestations. Hein, voilà, on soutient au Hamas, carrément. Il y a un commentaire intéressant, je vais le lire, je vais pas le commenter, mais juste le lire. L'instabilité politique. Voilà, point d'interrogation. La démocratie est le principe d'instabilité et du débat politique. Il passe sans arrêt de droite à gauche en passant par le centre, etc. Je ne vois pas.
en quoi tu peux jouer avec ça. C'est le principe même de votre fonctionnement. Revoyez votre fonctionnement. Vous avez à renvoyer votre fonctionnement. Vous voulez gagner ou vous voulez perdre. Nous, on vous donne les outils pour gagner. Arrêtez de penser comme des perdants. Pensez comme des gagnants. Vous voulez vivre ou vous voulez mourir. Vous voulez remporter la victoire ou être constamment dans l'échec. C'est tout. Là, pour voir vraiment en 2025, les gars, on change de mentalité. On arrête d'être dans la passivité. Soyez dans l'activité. Lisez, lisez, lisez. Informez-vous, instruisez-vous, devenez des experts. N'attendez pas qu'on vous ramène tout dans votre bouche. Apprenez à rechercher la nourriture intellectuelle et à vous nourrir par vous-même. Ne soyez pas les petits oisillants qui attendent que leur mère oiseau leur apporte le ver de terre dans leur bec. Vas-y. Jusqu'en Chine. Allez chercher la chance jusqu'en Chine. Exactement, jusqu'en Chine, s'il le faut. Alors, nous, on connaît des gens qui sont allés acheter des livres jusqu'en Turquie. Jusqu'en Turquie. Pour acheter des manuels sombres. À des gens qui ont fait le voyage depuis l'Iran. Oui, donc ça, ce sont des gens qui cherchent les livres jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine, les frères. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous êtes déterminés pour acquérir des livres comme la belle bibliothèque de Mamar? Mais pas pour faire beau, pour les lire. Pas pour sauter des passages comme lui il fait, mais pour les lire, pour les comprendre. On connaît un mec qui a payé un traducteur arabophone pour qu'il lui traduise, en franco-arabophone, quoi, pour qu'il lui traduise le Tafsir Tabari en français. Et un autre, qui est son associé, qui est en train de traduire Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah en français. Donc voilà, ces gens-là sont prêts à investir leur argent, leur temps, au nom de la science, au nom du savoir. Et oui. Alors, on continue. Tac. En effet, la plupart des conflits modernes et particulièrement les conflits asymétriques, ça on l'a lu. Dès lors, il importe que la communication et les opérations soient conçues étroitement afin d'obtenir les effets conjoints et complémentaires. Or, le djihadisme a parfaitement intégré cette dimension communicationnelle dans la stratégie globale de ses opérations militaires et politiques. Comme l'affirmait déjà Abu Musab as-Souri dans son appel à la résistance islamique mondiale, publié sur Internet en 2004. C'est-à-dire qu'en 2004, là, on a 11 ans de retard. 11 ans de retard. Non, mais pas 11 ans, 20 ans, Yerbak. Excuse-moi, plus de... C'est ça. 21 ans de retard. Parce qu'on est 2025. 21 ans de retard. 21 ans de retard. S'il vous plaît, réveillez-vous. C'est trop. Et qui déjà, eux-mêmes, avaient déjà pris l'expérience de ce qu'ils avaient fait en Algérie. Donc on a 30 ans de retard en réalité. Yarabak. 30 ans de retard, les gens ne sont pas réveillés. On en est, mec, à voilà, mettre en place un cadre conceptuel, à définir. 30 ans après. Voilà, on commence à définir le cadre. Yarabak. 30 ans après. Alors que eux ont déjà construit le cadre, il y a déjà 30 ans. Mais déjà avant, puisque le cadre existait déjà, ils ont juste fait du recyclé. Tu comprends? C'est ça le problème. Et ils ont une vision, une méthode d'action, un plan. Exactement. Avec succès ou pas. Mais en tout cas, ils font. Et ils se sont jamais cachés. Alors, on va lire ce que nous dit Abu Musab as-Souri. Donc, retenez bien ce nom, Abu Musab as-Souri, et retenez bien son appel à la résistance islamique mondiale, qu'on lira un jour. On a beaucoup de choses à lire, je le sais. Mais cette année, on va essayer de tout caser, parce que adios amigos. Si vous n'êtes pas réveillé d'ici là, nous ne pouvons plus rien faire. On ne va pas rester 20 ans. On va essayer de réveiller des gens endormis. Le combat dans la voie de Dieu est un ensemble réunissant sur le même plan, opération politique, militaire, médiatique. Je répète, le combat dans la voie de Dieu est un ensemble réunissant sur le même plan des opérations politiques, militaires et médiatiques. Parallèlement, dans une lettre qu'il adresse le 9 juillet en 2005 à Abu Musab al-Zarqawi, Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, déclare que plus de la moitié de la bataille se joue sur le front des médias. Donc là, il y a un djihad médiatique qu'il faut remporter.
Nous devons, nous, faire un contre-djihad quelque part, une contre-propagande médiatique. Nous devons gagner ce combat. Il en va de la survie de tout l'Occident. Réveillez-vous, réveillez-vous. Mais tandis que la communication d'Al-Qaïda était centrée sur Omar Ben Laden, elle était diffusée qu'en arabe et en anglais, Daesh s'inscrit quant à elle dans une démarche de division plus étendue et de contenu chargé de mettre en valeur sa base combattante. Selon le rapport sur la propagande francophone de Daesh, la stratégie de communication de l'État islamique se décline sous 3 formes. La première est une propagande du envers tous, émanant de l'organisation centrale en direction de la masse et véhiculée par une rhétorique d'adhésion, d'autorité et de mobilisation. La seconde est du 1 vers 1, venu de la base, c'est-à-dire adressé par les combattants eux-mêmes à leurs proches. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu. Venez Oui, rejoindre l'État, truc, c'est ça. arrêtez d'être, comment il dit, accroché, comment il dit, cloué au sol, c'est ça? C'est Ne soyez ça, pas c'est cloué ça. au sol. Oh, on connaît, apparemment propagande classique. Du 1 vers C'est tous ça. et du 1 vers 1. Et la troisième, c'est, enfin, les réseaux sociaux n'est pas moins strictement contrôlés par l'échelon central depuis septembre 2014. Et enfin, la troisième, c'est propagande par le fait constitué par les actes terroristes et leurs revendications représentent le volet le plus radical, souvent qualifié d'aveugle par les médias. Elle n'en est pas moins rationalisée. Donc les médias, arrêtez de dire que c'est aveugle. Vous êtes stupide, vous êtes débile, vous êtes idiot, vous êtes des imbéciles. Arrêtez de dire que ces actes sont aveugles. Ils sont réfléchis, ils sont calculés, ils sont programmés. Stop, stop, arrêtez de parler d'aveugle, d'aveuglement. C'est vous qui êtes aveugle. L'aveuglement se trouve dans votre cerveau, minable, médiocre. Tous ceux qui pensent que ces actes ne sont pas réfléchis, qu'ils sont absurdes. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre leur plan qu'il n'y a pas de plan. C'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre la logique d'un raisonnement ou d'un calcul qu'il n'y a pas de logique. Merde. Non, mais cette année, les gars, ça va être comme ça, H24. À chaque fois qu'il y aura un L, ça va être comme ça va être pimenté, ça va être, ça va être à la sauce harissa, parce que on en a marre en fait. Ça fait 2 ans qu'on fait des lives, personne ne veut se réveiller. Stop, arrêtez de dormir. Ce n'est pas avec les débats qu'on va réussir à s'en sortir face à tout ce qui est en train de se passer. Bon, en tout cas, si débat il y a pas de souci, il faut un débat réfléchi. C'est-à-dire, il ne faut pas Oui. balancer des choses au hasard, comme on peut l'entendre dans certains lives. Des absurdités, mec. Salut Insupportable. Aurélie, merci d'avoir voilà, on a un nouveau membre, merci Aurélie et on tâchera de te satisfaire et merci énormément pour le soutien. Merci Aurélie, c'est réveillé, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, le live est en rediff si tu veux le revoir. Donc même si tu as loupé le début, tu pourras le revoir plus tard. Il n'y a aucun souci. Voilà, merci Aurélie, merci. Donc oui, oui, moi je ne suis pas contre les débats, mais je suis pas contre l'acharnement à débattre pour débattre, s'il n'y a pas d'objectif final, voilà, ou de changement radical. Parce qu'il va falloir quand même se bouger, non pas juste physiquement, mais intellectuellement. Je continue. Il faut up le niveau. Voilà, non, non, là c'est trop. Les terroristes, il faut passer à une échelle logarithmique. Là. Les terroristes préfèrent les attentats ciblés. Et symbolique, à forte résonance médiatique. Communauté juive, police, militaire, Charlie Hebdo. C'est ce que l'on a appelé le terrorisme stratégique, qui fait usage d'une violence ciblée, discriminée, vecteur, contrairement aux attentats aveugles, d'une plus grande légitimité par ces groupes. Donc, ensuite, une communication moderne adaptée à sa forme. Pour mettre en œuvre la stratégie de communication basée sur la propagande, les groupes djihadistes ont dû s'appuyer sur les moyens technologiques et innovations médiatiques développés en Occident. Donc, les Occidentaux, vous vous rendez compte que les djihadistes utilisent vos moyens, vos outils, vos méthodes contre vous. Contre vous. Donc, Moi, c'est ça qui me, tu sais, moi, c'est ça qui me traque quand il y a des gens qui disent, mais nous avons inventé les choses et tout, l'Occident a inventé. Oui, il n'y a pas de souci, les frères, vous êtes trop forts. Mais, s'il vous plaît, il y a des gens qui utilisent ces mêmes outils pour vous anéantir. Donc, est-ce que vous êtes capable maintenant d'innover encore plus, hein? Et voilà, par exemple, les Israéliens, eux, ils ont innové d'hommes de fer, par exemple. Voilà, pour ne pas se prendre des roquettes dans la gueule, pour ne pas se prendre des objets, des radars, des drones, des trucs, je sais pas quoi. Hein. Après, ça coûte cher parce que
Tu sais, nous, on avait vu, par exemple, dans Gestion de la barbarie, d'ailleurs, hein, on est dans le thème, euh, ils ont dit, les Occidentaux, ils peuvent pas tout protéger. Des plages, des trucs, des je sais pas quoi, des sites pétroliers, etc. Tu peux pas tout protéger. Ou en tout cas, ça coûte du fric. Et le fric, il est pas infini. Donc, les mecs, ils t'envoient une roquette. Ça coûte pas très cher. Mais par contre, d'homme de fer, ça coûte cher. Tu vois? Euh, les Israéliens, ils ont innové. Voilà. À la place d'envoyer des roquettes, on envoie un laser. Et ça coûte, je crois, un truc style 3 dollars. Voilà, 3 dollars. Voilà. Innovation technologique. Est-ce que eux, ils ont chouiné? Oui, mais non, mais écoutez, on a inventé ceci, on est trop fort. Ok, y a pas de souci. Ils ont innové. Tu vois? Ils s'adaptent. Y a pas de souci. Donc c'est ça la question, c'est peut-être il y a des gens qui vont travailler dans ces domaines-là, tout simplement. Vont se réveiller et vont travailler dans ces domaines-là pour assurer la sécurité de tous. Ça va renforcer la sécurité de tous, tu vois. Pour éviter que voilà, des missiles nous parviennent sur notre gueule, tout simplement. Exactement. Donc, on va continuer la lecture. Dans ce domaine, il convient de noter une nette évolution de l'utilisation des vecteurs. Ces premiers djihadistes réalisent quelques vidéos d'exécution en Bosnie ou en Algérie. Al-Qaïda initie une véritable professionnalisation de sa communication. Grâce à sa à la notoriété mondiale que lui confèrent ses actions retentissantes, comme l'attaque du 11 septembre 2001. L'organisation se dote ainsi d'une agence de production audiovisuelle, Al-Sahab, et d'une revue en ligne anglaise, Inspire. Donc nous, j'invite tous ceux qui nous regardent, si vous avez des connaissances qui accepteraient de nous aider, aidez-nous, que ce soit des développeurs web, que ce soit des caméramans, que ce soit des web designers, ce que vous voulez, aidez-nous, mettez à profit vos compétences, Voilà, et on fera en sorte de mettre en place un projet afin de faire de la propagande anti-djihadisme, anti-islamisme. Il faut rentrer dans du contre-terrorisme. Stop, stop, stop. Mettez à profit vos talents. Par mail, collectif aposta@gmail.com. Alors, Inspire, qui lui permettent de s'adresser prioritairement aux États-Unis, son ennemi lointain. Néanmoins, la plupart de la production djihadiste est alors réalisée par VHS, et donc tributaire d'un diffuseur, soit arabe, Al Jazeera, chaîne qatari. Mec, à l'époque, c'était du VHS, il faisait la berdila, mec, avec du VHS. Du VHS. Mec, on est à l'ère de l'IA. À l'ère de l'IA, il va nous niquer. Je suis désolé, mais là, vous êtes dans la merde. Les gars, nous sommes dans une merde, là. Voilà, Tu vois, et après, il te dit, donc tributaire d'un diffuseur soit arabe, Al Jazeera, chaîne qatari, ou soit occidental. Autrement dit, des médias détenus par l'ennemi. Quoi qu'il en soit. Voilà. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Aïe, aïe, aïe. Donc, afin de contourner la censure des États de la coalition anti-djihadiste, Al-Qaïda recourt au savoir-faire de salafistes réfugiés en Occident, tels que Anwar al-Awlaqi, qui diffuse ses prêches sur Facebook et sur YouTube dès 2006. Ah, Vivi le déteste. Vivi le déteste. Voilà, la qualité des supports. Attends. Vivi le déteste et Ibn Battuta l'aime bien. Ibn Battuta l'aime bien. Ça montre beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Choses. Voilà. Voilà. Sachez que Anwar al-Awlaqi inspire la jeunesse twitterienne. Voilà. Si vous ne le savez pas, et c'est pas avec vos débats qu'ils estiment être stériles que vous allez les convaincre. Ils se moquent de vous, ils vous méprisent et ils vous détestent. D'ailleurs, Ibn Battuta, quand est-ce que tu viens débattre? Voilà. On va lire ensemble, c'est trop. Voilà. En tout cas, pour revenir sur le texte, on va continuer. Alors, mais c'est l'émergence de l'État islamique qui marque le véritable essor de la propagande djihadiste à la faveur du ralliement des cadres bassistes irakiens, donc en y apportant leur expertise. Coordonnée par une fondation base, entre guillemets, directement subordonnée au calife, sa communication s'articule en 7 départements spécialisés: vidéo, texte, photo, radio, traduction.
dont les plus célèbres selon Al Hayat Media Center et l'agence Amaq. Elle compile également des informations de terrain qui proviendraient de 38 bureaux locaux répartis à travers le monde. Qu'ils ont 38 bureaux locaux répartis à travers le monde à cette époque. Daesh privilégie le recours à l'image et à l'idéologie par une diffusion verticale à travers des vidéos et des revues de plus en plus sophistiquées et retravaillées. Donc ils ont des menteurs avec eux. Donc là, mec, comme t'as dit, avec l'IA, on va être dans la merde. On va être dans la merde. Ah, c'est fini. Vraiment, c'est fini là pour le coup. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, ils utilisent des GoPro et des smartphones. Les dernières caméras. Il y a ça. Ces images suivent les canons d'une esthétique propre à l'organisation afin de susciter l'émotion, tant chez ses ennemis que chez ceux qu'elle cherche à attirer. À ce titre, Win-win. le film C'est un culturel, win-win. Elle est dans une situation win-win. c'est ça. Elle risque des codes culturels de l'Occident influencés par Hollywood, pour l'essentiel afin de séduire un public cible conçu par des jeunes musulmans vivant en Europe et aux États-Unis. Ainsi, les tournages qu'ils montrent des exécutions comme des scènes de la vie quotidienne peuvent durer des heures et sont réalisés à l'aide de grues pour les travelling. C'est trop, mec, c'est trop. Des exécutions réalisées à l'aide de grues pour des travelling et des caméras HD, mec. HD, 4K. HDR5, ils vont pas hésiter à mettre un de 4K, comme tu as dit, 8K, 10K. C'est horrible. C'est horrible. Des musiques, des effets spéciaux et des drones. Aïe. Pour que ça soit le plus efficace possible et convaincant possible, pas réaliste. Horrible. J'en ai marre, c'est trop. Voilà. 5 types de supports différents sont réalisés. Des blockbusters, des avatars, des je ne sais quoi. Des clips vidéo appelés Nashid. Voilà, des clips, des jeux vidéo, et des films, et des clips musicaux, et des films gore. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Putain. Cette propagande. Du délire, mec. C'est vraiment du délire, en vrai. Des blockbusters, des Nashid, des jeux vidéo. Ah ouais, c'est. Enfin, après, comme. Mais imagine que tu. Regarde, mec. En fait, ils sont forts parce qu'ils sont intelligents, les mecs. Imagine, ils te disent, bon, voilà, on a des mecs, ils sont déglingués aux jeux vidéo. Ils sont déglingués aux jeux vidéo. Battlefield, Fortnite, voilà, ouais, bien sûr. Et comment on peut utiliser leur abrutissement généralisé aux jeux vidéo pour le tirer à notre profit. C'est comme ça que les mecs qui réfléchissent. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Et d'ailleurs, on a vu les vidéos dans les reportages filmés à troisième personne. On a vu les jeux vidéo, bien sûr. On a vu aussi, via les différents scandales ces dernières semaines, ces derniers mois, où tu peux incarner des terroristes, etc. Mais de toute façon, ça existait aussi, j'ai envie de te dire, dans les jeux vidéo mainstream. Ils ont juste récupéré en fait ce qui existait déjà. Lorsque tu pouvais incarner des terroristes, tirer sur la foule, voilà, et ils récupèrent ça à leur profit, sauf que ça va être avec des factions religieuses, tu vas jouer un terroriste, quand tu es un Américain, je sais pas quoi, ceci, cela. Voilà. Exactement. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Non, mais le problème, mec, c'est que moi, c'est la suite plus on avance, je suis choqué. Alors, écoute, cette propagande s'appuie par ailleurs sur une revue en ligne déclinée en 11 langues. Donc nous aussi, il nous faut une revue. Les mecs. Là, alors imagine, là c'était décliné en 11 langues, imagine avec l'IA. Ils vont déployer je ne sais combien de langues. Voilà, en plus de 200 langues, encore plus, mec, parce que dans un pays, il peut y avoir des centaines de langues. Donc je sais, comme tu as dit, je ne sais combien de langues, mec, des milliers de langues, de dialectes. Si ça se trouve, tu auras un taré de la linguistique et de l'informatique qui va leur travailler un modèle LLM. Pour que ça puisse traduire dans des dialectes sombres. Des dialectes berbères, mec, de montagne oubliés. Mec, même dans des langues oubliées, mec, en sumérien. Eh oui. Donc là, les possibilités sont infinies. Des propagandes, dans le bien comme dans le mal. Mec, des propagandes transtemporelles qui vont remonter jusqu'au passé, jusqu'aux Égyptiens et antiques. Ah mec, c'est trop, je te jure. Ouais, c'est trop. Depuis septembre 2016, ces revues ont été remplacées par une revue unique en 8 langues, Rumia. Ah, mec, il a jusqu'au bout, Rumia.
L'occidental, mec. L'occidental. Ils sont encore coincés dans leur tête à l'époque de Rome, à Rumia. Oui, oui, oui. Les Romains. Non, mais c'est un Donc, délire, c'est un délire. le djihadisme investit également Internet. Mec, t'avais raison. Dès le milieu des années 90, mec. On a 30 ans de retard, mec. 30 ans de retard. Oui, oui, oui. Al-Qaïda crée plusieurs sites, puis nombreux forums, et se trouve confronté aux attaques de services gouvernementaux ou d'activistes. Voilà. Donc, les hackers Anonymous et compagnie venaient nous aider. Nous n'encourageons pas à des activités illégales, bien sûr, mais aidez-nous de manière éthique, avec ce qu'on appelle le hacking éthique, ethical hacking. À partir des années 2006-2008, il en résulte une crise de confiance chez des utilisateurs. Ceux-ci se tournent dès lors vers les réseaux sociaux qui font leur apparition. Donc, ces nouveaux médias éveillent d'abord la méfiance des propagandistes djihadistes, mais ces derniers finissent par s'y rallier sous l'influence des combats étrangers venus d'Occident et familiers de ces réseaux. Le rôle capital joué par les réseaux sociaux dans la propagation du printemps arabe, à partir de 2011, achève de les convaincre. Le djihadisme 2.0 se développe donc à partir de 2012, grâce à l'afflux de combattants étrangers en Syrie, puis sous l'effet de la stratégie numérique mise en œuvre par l'État islamique dès sa création. Donc, issue d'une pensée révolutionnaire insurrectionnelle, la propagande djihadiste vise à conquérir les cœurs et les esprits. La propagande s'inscrit dans une perspective insurrectionnelle. David Galula, bonne ref. Merci. À qui, comment il s'appelle déjà? Driss Ali. Driss Ali. Merci à monsieur Voilà. Driss Ali. Voilà, David Galula. Là, on voit que là, il y a du niveau dans le mémoire. Oui. Et là, c'était les bonnes personnes. Très, très hard. Très, très hard. Comme nous l'avons vu plus haut, le salafisme djihadiste est révolutionnaire par nature. Vous avez compris maintenant? Tout mouvement qui se constitue comme révolutionnaire, bien sûr, qui a d'autres caractéristiques, peut être en connivence temporairement dans le but d'atteindre son but justement révolutionnaire, dans l'objectif d'atteindre son but révolutionnaire, s'allier avec du salafisme djihadiste. Voilà, quand bien sûr ce groupe justifie la fin par les moyens. Donc, ou les moyens par la fin plutôt. Donc, par conséquent, le combat qu'il amène s'apparente également à une guerre révolutionnaire. Selon David Galula, ancien officier de l'armée française et chercheur associé à Harvard dans les années 60, ce type de conflit qu'il qualifie d'insurrection ici le djihad est une guerre civile. Donc politique, à l'image des guerres déclenchées suite à l'intervention américaine et au printemps arabe, et qui oppose le pouvoir central généralement affaibli. Le gouvernement chiite irakien et le gouvernement alawite syrien à des insurgés djihadistes dont le but est de s'assurer, comme ce qui s'est passé récemment en Syrie, dans le but de s'assurer le contrôle de la population, les bons musulmans du pays de Shem, en gagnant les cœurs et les esprits. Bien que ne bénéficiant pas de l'avantage matériel à l'état initial, la force réelle des insurgés repose de manière asymétrique dans la cause qu'ils servent et l'idéologie puissante qui fonde cette cause d'islam salafiste. Comprenez ou pas? En fait, il compense, le désavantage matériel, puisqu'il ne bénéficie pas justement de l'avantage matériel, initialement, par la force de travail, par la force des insurgés. Voilà, avec l'idéologie. En gros, l'idée surpasse la matière. Cette asymétrie se vérifie également sous l'angle de la propagande. L'insurgé détaché de toute responsabilité peut en faire jouer tous les rouages. Il peut, en tant que besoin, mentir, tricher ou embellir la réalité. Il n'y a pas l'obligation de prouver les informations qu'il avance. Il est jugé sur des promesses et non sur des actes. Mais sur des promesses. La propagande est donc pour lui une arme puissante. Il peut même réussir à masquer la faiblesse de son programme politique par une propagande efficace. Mark Hacker semble aller dans le même sens lorsqu'il écrit que la propagande de l'EI, dans l'État islamique, fait aussi apparaître cette organisation comme un mouvement de guérilla, dont les pratiques ne sont pas sans rappeler les principes de guerre révolutionnaire définis par Mao Tse-tung. Ils ont déterré des règles de la guerre, mec, des règles de la Chine antique, de Mao Tse-tung. Voilà. On pourra certes objecter que les nouvelles technologies médiatiques permettent de répondre aux exigences de transparence, d'information, exprimées par les opinions publiques. Désormais, plus aucun espace ne semble pouvoir rester dans l'ombre, comme en témoigne la divulgation de documents confidentiels de l'armée américaine sur le site Wikileaks en 2010.
La propagande djihadiste, elle a aussi peut donc échapper à ce phénomène. Néanmoins, l'emprise idéologique qu'elle exerce sur ses partisans et le détournement à son profit des productions d'informations issues de sa base montrent combien les groupes djihadistes ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les États et les sociétés, surtout lorsqu'elles sont démocratiques. Et c'est là où devient le problème. C'est que la démocratie limite notre défense face aux groupes djihadistes, islamistes, salafistes. Sur le plan technique, l'État islamique dispose de moyens nécessaires pour faire face aux mesures déployées par les autorités des réseaux sociaux. Sur Twitter, l'organisation utilise des robots bots qui démultiplient la force de frappe médiatique en republiant automatiquement les contenus. Cela limite les effets de suppression Twitter qui sont repris immédiatement par d'autres robots. Donc les gars, il y a des robots qui publient toujours les mêmes tweets, les mêmes vidéos. Donc ça sert à rien d'avoir des modérateurs humains, etc. Des robots, même si vous mettez en place des robots modérateurs, ça ne suffira pas, parce que derrière, il y a d'autres robots qui republieront les mêmes infos. Cela explique l'échec de la campagne de cyberlutte entreprise par le collectif des hackers des Anonymous. Ah mec, ils ont même réussi. J'en ai marre, c'est trop, mec, c'est trop. Zef. Et même les hackers ont été mis en échec. Voilà, suite aux attentats de Paris 2015 et Nice en 2016, outre les approximations et erreurs commises dans le ciblage des comptes à supprimer, le collectif ne diffusait pas de moyens suffisants pour contrer Daesh sur Twitter, mec. Un problème de fric, pas de moyens suffisants. Pas de moyens suffisants. Anonymous ne peut pas contrer Daesh sur Twitter. Voilà, certains les traitent de bédouins, il n'y a pas de souci, mais les bédouins ont réussi à contrôler Twitter et à diffuser leur propagande et à attirer des gens. Voilà. Là, c'est ça le problème, Régulus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment en fait beaucoup de personnes. Je vais poser la question, comprenez-vous le djihad islamique? J'ai essayé de faire en sorte que la question soit la plus simple possible. Et même comme ça, il y a un mec qui a réussi à me dire que la question, elle était imprécise, incompréhensible. Oui, parce elle voulait être simple. Si j'étais trop précis, ça n'aurait servi à rien. En fait, le problème, mec, c'est quand on est trop précis, on nous reproche d'être trop complexe. Voilà. Et quand on ne l'est pas assez, on nous reproche de ne pas assez être justement dans la complexité. Donc il faut choisir. On ne peut pas en même temps chercher la complexité et la simplicité. Voilà. C'est un parti pris. À un moment donné, se creuser le cerveau et essayer de comprendre par soi-même. Voilà. Stop. Arrêtez d'agir comme des enfants gâtés, pourris gâtés. 2025, la gentillesse, c'est parti, c'est fini. Voilà. Les derniers à comprendre seront laissés à la marge. La vie est injuste. Désolé, mais c'est trop. On a marre à un moment donné. Cela explique en partie l'échec de la campagne de cyberlutte entreprise par le collectif des hackers, on l'a dit. On comprend bien dès lors qu'en dépit du contexte tellement marqué par la guerre froide et la décolonisation qui les a inspirés, les principes posés par Galula démontrent pleinement leur valeur dans le cadre du djihadisme et de sa propagande. Voilà. Donc par exemple, on a quelqu'un qui s'est décarcassé, musulman en plus, Driss Rali, voilà, qui a pris David Galula et qui a présenté le livre, qui a présenté d'ailleurs même les présentations aux États-Unis. Hein, voilà, il en a même parlé en portugais, voilà, pour en parler au Brésil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est actif. Voilà, des gens qui sont hard mais qui n'ont pas le temps, qui te sortent des gens, des archives françaises, David Galula, oublié par l'histoire française, mais les Américains n'ont pas oublié. Général Petraeus, inspiré de David Galula, avec le succès qu'on lui connaît. Et voilà, Driss Rali va expliquer pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Allez voir sa chaîne, soutenez-le. Oui, exactement. Donc, on continue. Conformément à ces préceptes idéologiques révolutionnaires et totalitaires, la propagande de l'État islamique suit au moins deux objectifs majeurs, à savoir terroriser et fasciner les cœurs et les esprits. Donc, terroriser les mécréants et fasciner les musulmans. Voilà. Afin de les radicaliser. Mais ça, on l'avait déjà lu à Bouhija. Rappelle-toi, dans les livres, lorsqu'on avait lu, dans les... dans les livres par rapport aux têtes transportées. Exactement. Oui. Lorsque Lams,
qui ne savait pas s'il était en état de janaba ou pas, a voulu débattre avec nous, hein, a récité la Fatiha. Voilà. Il est venu et il est parti. Ensuite, voilà, allez voir ce live, très intéressant, parce que ensuite, au-delà du débat, on a abordé un peu des textes sombres. Ah, tafsir de Oui. Al-Lousi. Tafsir de Al-Lousi. En vrai, c'est l'un des tafsirs les plus sombres que j'ai lu de ma vie. Oui. C'était Voilà. le plus sombre. Donc, c'est Sombre. très sombre. Un mec très sombre. Al-Lousi, Un pas ange très connu. diabolique. Ah, donc moi, ça me fait rire. On entend les Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir et compagnie. Il n'y a pas de souci. On connaît tous ces gens. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous parlez du tafsir de Al-Lousi? D'ailleurs, en plus, ça me fait marrer. À chaque fois, on nous dit oui, Tabari est une référence dans le tafsir, Ibn Kathir, etc. Oui, il n'y a pas de souci, les frères. Mais mettez-vous à jour. Depuis, il y a eu des Mufassiroun et Al-Lousi une référence. D'ailleurs, tous les tafsirs modernes se basent sur le tafsir de Al-Lousi. Donc, s'il vous plaît, frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Merci. C'est pas parce que vous ne savez pas qu'il faut continuer à rester en surface. Si vous dites que vous prenez les références, prenez au moins les bonnes références, s'il vous plaît. Ah. Il ne faut pas rester bloqué au Xe siècle, s'il vous plaît. Alors, on continue. Parce que d'ailleurs, à force de rester bloqué dans les références passées, ce n'est pas comprendre les références présentes, qui sont les acteurs présents. D'ailleurs, quelles sont les références qu'elles prennent en compte dans leur discours, tu vois? Les gens, ils savent pas que voilà, des gens ils sont très sombres qui ont influencé la pensée même djihadiste. Voilà, et si vous les connaissez pas, vous allez passer complètement à côté, comme le tafsir de Al-Lousi. Si vous l'aviez lu, vous auriez su justement que, par exemple, ces histoires de couper les têtes ou pas, eh bien, ils te disent, toutes ces exécutions macabres, etc., en public, etc., te disent, mais ça apaise le cœur des musulmans. Si il y a un bénéfice à le faire, même si c'est réprobable, macro, tu vois, c'est parce que voilà, transporter des têtes, tout ça, c'est macabre. Même les savants le disent. Mais comme on a dit, la nécessité lève l'interdiction et la maslaha, hein, voilà, quand elle est supérieure à la mafsada, quand le bien est supérieur au mal, voilà, quand le bénéfice est supérieur à la perte, si on veut dire comme ça, au gâchis, eh ben, on se permet de le suivre en fait. Quand le bénéfice est supérieur aux musulmans par rapport au gâchis qu'il pourrait leur apporter, on applique la règle. On applique la règle de la maslaha. Et d'ailleurs, Abou Hija, rappelle-toi le reportage très sombre qu'on avait vu. Le chef du GIA, c'est ça? Il a dit quoi? Oui. Les moines tibétains, ils se sont fait attaquer. Et donc, les groupes djihadistes, ils viennent le voir. Ils lui disent, ils prévoient de faire ci, ça. Et lui, il réfléchit. Et lui, il hésitait à prévenir les moines ou pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une divergence. Hein? Il y avait une divergence dans cette histoire. Et lui, il a préféré se taire et dire non. Voilà. Mais lui, il savait. Parce qu'on l'a lu. Et qu'on sait qu'il connaît ce livre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce sont des gens très sombres. Il a préféré laisser des gens mourir que de les prévenir. Alors qu'il n'y avait même pas nécessité de les tuer. Mais il voulait mettre la khala et motiver, voilà, c'est ça, les djihadistes. Exactement. Tu t'imagines? C'est horrible. Les gens qui étaient voilà, en train de prier Dieu, de demander à personne, c'est même pas des activités. Si on te dit oui, le djihad, le truc, ce sont des gens, les apostats, ils nous attaquent, la religion, nanana. Mec, vous avez attaqué les moines tibétains. Je n'ai jamais vu des gens venir dire ouais, ce qu'on a fait c'était abusé, ou ce qu'on a fait, ce que ces groupes-là ils ont fait c'était abusé. C'est du délire. Du délire. Exactement. Donc je continue. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, donc, conformément à ces préceptes idéologiques révolutionnaires, totalitaires, la propagande de l'État islamique suit au moins deux objectifs majeurs.
à savoir théoriser et fasciner. Donc ça, on l'a lu. Et l'écart des esprits, comme nous l'avons vu, une force insurrectionnelle compense son infériorité militaire par la force de sa cause et par sa résolution à imposer cette cause. La propagande joue donc un rôle capital dans la conquête de l'ascendant moral sur son ennemi et sur ses propres partisans. En effet, il s'agit de convaincre les uns et les autres de ce que la cause de l'insurrection ne peut triompher pour Daesh, la vision eschatologique de la domination finale de l'islam sur le monde, car les insurgés sont prêts à recourir à tous les moyens et tous les sacrifices possibles pour y parvenir, dans une logique de dissuasion du faible au fort, voire du fou au fort. Dissuasion du fou au fort. Donc, le premier objectif, l'enjeu de démoraliser l'adversaire, passe naturellement par une rhétorique classique de menace et de démonstration de force, comme l'État islamique a pu en faire la preuve au moyen Oui, de tracts de haut-parleurs. ça on l'avait lu, Oui, Régulus, parce oui. que c'était Donc, un justement, geste gestion de de la barbarie. barbarie. Voilà. Et même euh, Mohamed Louisi qui avait utilisé une image, je pense que d'ailleurs c'était de la souris ou d'un de ces mecs qui avait dit on va attaquer comme des puces, attaque un chien et je suce le sang jusqu'à le tuer. Je l'attaque petit à petit. Exactement. Exactement. Donc, je Un continue. parasite. Un parasite. Oui, 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 oui. Parasite, vrai parasite. Alors, le premier objectif, l'enjeu de la démoralisation de l'adversaire, passe naturellement par une rhétorique classique de menace, ça je l'ai dit. Ensuite, lors du premier siège de la ville de Mossoul en juin 2014, lequel s'est soldé par la fuite de l'armée américaine pourtant en supériorité numérique, mais dans le cas du djihadisme, c'est surtout le recours au plus haut degré de violence qui est le trait le plus marquant de sa stratégie de communication. Sur ce point, le I semble avoir dépassé tous les autres groupes par l'extrême côté donc de ces exécutions, décapitations, noyades, bûchers. À travers sa stratégie maximaliste, le I applique des enseignements de la guerre d'Algérie et les préceptes, putain de merde, et les préceptes d'Abou Bakr Naji, selon lesquels la population se rallie à la plus cruelle des forces en présence pour ne pas subir les exactions. Mec, stratégie 100%, 100%, 100%. Ah, tu vois, Abou Ija, donc ce sont des gens qui ont pris, ils ont étudié le terrain, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Walem Sorsal l'avait dit dans une vidéo. Oui, Il oui, y oui. avait une époque où tu avais plus peur d'un bruit d'un couteau hein, que d'une arme à feu. Voilà. En Algérie. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de la guerre d'Algérie? Parce que dans la guerre d'Algérie, il y avait plusieurs factions résistantes. MNA, FLN et tout. Et le FLN, c'était la plus cruelle, la plus violente. En gros, si tu ne nous rejoins pas, tu es contre nous. Et nous te tuerons. Nous tuerons ta famille. Donc, en gros, les gens, ils n'ont pas le choix. Ils se rallient au plus démoniaque, au plus destructeur, au plus cruel, à ceux qui sont prêts aux choses les plus atroces. Voilà. Dans une situation de survie, tu t'allies à celui qui est capable de te nuire le plus. Donc, plus tu en fais beaucoup, plus tu fais peur, et plus les plus faibles d'une société vont s'allier à toi. Vont s'allier à toi. Parce qu'ils ont peur de toi, justement. Donc, c'est l'obéissance par la peur. Très connue. C'est la démarche la plus connue de l'histoire de l'humanité. Si tu fais peur à quelqu'un et que tu lui montres que tu es capable de t'attaquer à lui, t'en prendre à lui et à sa famille, à tout ce qu'il a de plus cher, il va hypocritement, il n'y a pas de souci, s'allier à toi, se rallier à toi, pour ne pas subir les exactions. Il s'agit par ce moyen d'instiller le sentiment de terreur par des effets de sidération devant l'ampleur de la théâtralité du crime commis. Voilà, c'est-à-dire que les gens, ils sont tellement effrayés par l'ampleur des dégâts que, par exemple, un attentat a pris ou une exécution a pris, qu'ils rentrent dans un état de sidération. La mort spectaculaire est ainsi utilisée comme un vecteur médiatique de la terreur. En effet, une mort spectaculaire compte davantage qu'une mort. Un message sur fond de bombe est mieux entendu. Et mieux entendu. Voilà. Parce qu'ils veulent aussi marquer la mémoire émotionnelle, sensorielle. Très très sombre. Très 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 simple. Ce qui compte, c'est pas juste une mort, c'est qu'elle soit spectaculaire. Seules les images sanguinaires et violentes transmises par la presse ont une emprise psychologique. Voilà, il y a une emprise psychologique derrière. Et les Occidentaux ont fait ce jeu. C'est quand? C'est quand? Ça, au lieu justement de faire une contre-propagande, ils ont tout montré. Ils ont tout montré, tout diffusé, tout exposé. Non, 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 il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça.
D'où, dans l'article, dans l'étude, dans le mémoire, l'auteur a développé le fait qu'il y a les armes de l'Occident qui se sont retournées contre eux. De fait, il existe un lien ténu entre terrorisme et médias. Le terrorisme ne veut pas que beaucoup de gens meurent, il veut que beaucoup de gens sachent. C'est pour ça que moi, ça me fait rire quand on dit oui, mais au final, sur 20 ans, peut-être si on commence à calculer, ça fait pas plus de 500 morts au total. Oui, parce que le but, c'est pas juste les nombres. C'est pas juste les D'ailleurs, nombres. d'ailleurs, d'ailleurs, Abu Hija, c'est comme ce que JCI te dit. euh, Après les attentats contre Samuel Paty, Charlie Hebdo, etc., tu ne blasphèmes plus. Tu ne blasphèmes plus. Voilà, parce que le message, il est passé. Et d'ailleurs, il est tellement passé que 50% des profs sondés par les instituts disent se censurer. Et dans certaines matières, le pourcentage est bien plus élevé. J'imagine. Donc ça veut Exactement. dire que le message, il est passé. Il n'y avait pas besoin de tuer 10 000 profs Ah, pour mais ça, passer j'ai le très message. bien passé même. Voilà. Très bien passé. Donc Ouais, c'est ça que les gens excellent. c'est ça que les gens ne comprennent pas dans quel pétrin on est en fait. Voilà. Une terreur psychologique. Les gens ne veulent pas le problème. Pas de vague. Ah, je continue. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que... tac, 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 2 secondes. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut s'entendre de quelque chose de fondamental. C'est que, comme donc les médias démultiplient l'impact psychologique du terrorisme, notamment dans les sociétés occidentales hyper médiatisées, où la guerre comme la mort ne constituent plus des réalités quotidiennes tangibles. Enfin, pour celui qui le revendique, l'attentat terroriste confère un supplément de notoriété, donc de légitimité auprès de ses partisans et de crédibilité auprès de ses ennemis. C'est sombre, 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 sombre. Donc, en gros, quand tu fais un attentat terroriste, t'es crédible envers tes ennemis, parce imagine, il y a un mec, il fait quoi? Il te montre une vidéo de lui en train de faire quelque chose de cruel, d'abominable. Donc, il est en train de fabriquer une crédibilité psychologique auprès de toi. Donc, tu dis, lui, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. C'est un ennemi crédible. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il parle de crédibilité auprès des ennemis et de légitimité auprès des partisans. Donc, auprès des islamistes les plus acharnés, les plus radicaux, les plus fondamentalistes, il se crée une crédibilité. En gros, ces gens-là qui ont commis ces exactions sont prêts à tout pour la cause de l'islam, pour la cause d'Allah, pour Mohammed, pour le message de Mohammed, pour le répandre le plus possible et pour déstabiliser les Occidentaux, les ennemis, les mécréants. Voilà. Donc c'est win-win en fait, comment dire, c'est win-win, win-win. Notoriété auprès de la masse, légitimité auprès des partisans et crédibilité auprès des ennemis. Ils y gagnent partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. À cet égard, Margaret Thatcher qualifiait les médias d'oxygène de la publicité. D'oxygène de la publicité. Dont il fallait priver le terrorisme. Oui, arrêtez de faire de la pub. Stop, 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 stop. Donc, le second objectif est plus pratique, dans la mesure où il cherche tout d'abord à raffermir la volonté des combattants par une pédagogie de l'exemple. Ils se retrouvent incités à sacrifier leur vie pour la terre de Cham, c'est-à-dire celle de vrais musulmans. Celle de vrais musulmans. Ok? On rend en témoignage au sens littéral du mot martyr. D'autre part, il consiste à susciter des vocations parmi l'ensemble des musulmans sunnites de l'Oumma, mais aussi parmi les mauvais croyants repentis ou les convertis désireux de prendre la relève des martyrs pour devenir de bons musulmans. Par là même, il s'agit de recruter des combattants étrangers, désignés par le vocable de Foreign Terrorist Fighters. Car tous les musulmans sont appelés à contribuer au djihad. Enfin, la propagande terroriste constitue un appel à la hijra, l'émigration intermusulmane. En cela, elle est un ferment du processus de radicalisation qui en est le corollaire sur lequel nous reviendrons. Le premier numéro de la revue francophone de Dal Islam est d'ailleurs sans ambiguïté sur ce point. Dal Islam n'est qu'un outil d'incitation à la hijra et au djihad et une modeste contribution de frères francophones qui vivent dans le califat et qui voient autour d'eux cet état se construire avec le sang de leurs frères. Avec le sang de leurs frères. Donc,
Face à la propagande djihadiste, une communication spécifique s'impose. Compte tenu des effets que nous avons décrits, donc, ah bah ça c'est intéressant, j'avais pas lu le titre en haut. Donc il faut définir les armes, le cadre d'emploi de la communication contre djihadisme. Et la communication contre djihadistes dispose de plusieurs formes de discours possibles en fonction des différents objectifs qu'elle souhaite atteindre. Ok. Donc, maintenant que la propagande djihadiste est identifiée par les États comme une cible majeure de leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Néanmoins, du fait de sa nature immatérielle, cette propagande ne peut relever des mesures coercitives, ni être prise en compte par les mêmes services de sécurité que les filières terroristes ou individus radicalisés. Par exemple, c'est pourquoi Obama a développé le concept de counter-violent extremism. En 2011, l'administration Obama présente en effet cette méthodologie de contre-terrorisme soft pour donner aux individus et aux communautés des moyens de se défendre et d'accroître leur résilience contre l'extrémisme. Décliné en National Strategy for Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism in the United States. Ça fait beau sur le papier, mais c'est merdique. Ce concept compte 3 volets dans la promotion de messages permettant de contrer la propagande contre le I, d'autre part la CVE prétend à une certaine neutralité puisqu'il concerne autant le djihadisme que l'extrême droite ou extrême gauche violente. Par ce moyen, on cherche à ne stigmatiser aucune communauté, en particulier les musulmans. C'est gaze, merdique. On ne cherche pas à stigmatiser. Nous ne sommes pas pour la stigmatisation, évidemment. Mais en faisant ça comme premier but, comme premier objectif, vous êtes en train de saper toute la démarche derrière la lutte antiterroriste. Voilà. La stigmatisation, c'est secondaire. D'abord, chercher à faire du contre-terrorisme en priorité. Au lieu de chercher dans l'absolue neutralité. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de contrer le terrorisme. C'est la première mission que vous devez avoir. Par la suite, les États-Unis sont efforcés de promouvoir le concept de CVE sur la scène internationale. Donc, l'Union européenne adopte également ce concept. Voilà. Donc, les États-Unis ont fait de la merde et ça se répercute sur l'Europe et sur la France. Merci. Merci Obama. Tu as fait de la merde. L'Union européenne adopte également ce concept de même que plusieurs instituts de recherche anglo-saxonnes, de culture anglo-saxonne. Néanmoins, la CVE s'est rapidement trouvée contestée aux États-Unis car ce programme concerne essentiellement la communauté musulmane qui visait justement à ne pas stigmatiser. Voilà, donc au final, vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien eu. D'ailleurs, le plan des Nations Unies infirmait lui aussi l'ambiguïté de ce concept. L'extrémisme violent est un phénomène multiforme qui échappe à toute définition claire. C'est pas vrai. Il n'échappe pas à toute définition claire. C'est vous qui ne savez pas définir les mots. Bien qu'il ne soit ni nouveau ni propre à une région, une nationalité ou un système de croyance précis, des groupes terroristes comme l'État islamique d'Irak et du Levant ont au cours des dernières années façonné l'image que nous avons d'eux, ainsi que les débats sur les moyens de faire face à cette menace. De ce fait, un nouveau gouvernement américain a fait de son intention de rebaptiser le CVE en Countering Radical Islam ou Countering Violent Jihad. Il apparaît donc nécessaire de conserver au salafisme djihadiste sa spécificité pour opposer à sa propagande. Une communication efficace à sa propagande. En effet, la CVE ne permet pas de prendre en compte la spécificité de cette mouvance de l'islamisme à laquelle il se trouve pourtant confronté. Presque exclusivement. Par ailleurs, l'imprécision qu'il génère implique nécessairement d'entretenir une méconnaissance de l'adversaire, puisqu'il refuse de le désigner. Voilà, il faut d'abord désigner les adversaires et définir exactement son idéologie. Cela ne peut aboutir, de notre point de vue, qu'à une sous-estimation de la dangerosité de ce dernier, particulièrement dommageable dans le cas de l'EI et de son action en Europe. En effet, comme l'affirme Magnus Ernström, dans un document d'analyse sur les causes profondes d'extrémisme violent, les recherches existantes portent principalement sur des contextes non européens et définissent des grandes catégories qui ne cadrent pas facilement avec la radicalisation de l'extrémisme violent des individus salafistes et djihadistes d'Europe. Voilà. Donc on peut arrêter là, Rune, ou on continue une autre fois, hein. Rune, t'es là? Oui, je suis là. Si tu veux arrêter, on peut arrêter là. Sinon, on peut continuer. Je sais pas, comme tu veux. Non, mais moi je voulais te faire lire parce que moi je pense que c'est assez dense pour les gens. Donc on va arrêter là pour l'instant. Mais on va le garder de côté, pas de souci, on va le continuer une autre fois. Voilà.